Comment je vous dirais bien ça? Mon invitée, Édith, est une femme extraordinaire, une grande voyageuse, une maman dévouée, une maman de 4 enfants. Et il y a quelques années, elle a reçu, en fait, pas elle, mais ses enfants, 3 de ses enfants, ont reçu un diagnostic de rétinite pigmentaire qui signifie, en fait, que ces enfants vont perdre la vue progressivement en grandissant. Et au lieu de rester inactive ou après avoir vécu tout le torrent d'émotions qui vient avec ça, bien, elle a décidé de mettre ça en action avec son conjoint Sébastien. Ils sont partis découvrir le monde et remplir la mémoire visuelle de ses enfants. Donc, j'avais le goût de naviguer à travers ce parcours-là qu'elle a vécu avec eux, puis de comprendre comment sa tête de cochon a été utile et mis à l'épreuve aussi par moments à travers cette grande aventure-là. Donc, sans plus tarder, voici l'attachante tête de cochon, Édith Lemay. Bonne écoute! Édith Lemay, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bien, ça fait bien plaisir. Je suis vraiment contente que tu sois là. Il y a plein de choses... Tu le vois, là, je suis vraiment fébrile parce qu'il y a tellement de choses que je veux qu'on aborde ensemble. Mais, bon, tu le dis un peu avant que ça commence. Je l'ai vraiment aimé. Je l'ai annoté, je l'ai... oh my God! Non, avec non, les petites étoiles, oui, j'adore. bien ça, c'est comme des passages. Là, ça, c'est les passages que je veux te lire. Fait qu'en tout cas, bref, tu vas comprendre que... Puis ça, on va y revenir parce qu'on on va en reparler plus tard du livre, sauf que ça a été un défi pour toi. Mm-hmm. Mais sache que j'ai tellement adoré te lire et j'invite vraiment les gens à le découvrir parce qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est de naviguer à travers, mais d'une façon, d'un point de vue de tête de cochon, dans le sens où il y a certains éléments qui m'ont capté à travers ça que je veux qu'on approfondisse plus. Fait qu'il y a une partie du récit que je vais laisser... Tu sais, je vais laisser les gens aller explorer le livre et le documentaire Blink, qui est comme un complément extraordinaire à ça. Bref, grande fan. Moi, je capote, là. Je suis super contente qu'on ait cette discussion-là aujourd'hui. Pour mettre en contexte un peu plus les gens, bon, t'es une maman de 4 enfants, Mia, Léo, Colin et Laurent. Autrice à ses heures, on voit... voyageuse née, que là, on va avoir la chance d'explorer cette partie-là. Et aussi, une grande fan de documents Excel. Puis là, moi, je n'étais pas capable de trouver ta profession, fait que je veux juste savoir... Ça, c'est une parcelle qu'on explorera peut-être moins aujourd'hui, mais pour non, que... on va pas faire des fichiers Excel. Ça n'intéresse personne. Non, mais c'est important de bien maîtriser les chiffres, surtout en tant que pigiste, ça, je te le confirme. C'est ça, moi, je n'étais pas capable de trouver qu'est-ce que tu fais comme profession, en fait. Qu'est-ce que... juste pour qu'on ait une idée de ton parcours professionnel. Bien, je fais de l'amélioration continue puis de l'intelligence d'affaires. Fait que je suis analyste. J'analyse des chiffres, je mets des outils en place. J'ai été beaucoup dans le milieu de la santé. Là, j'ai pas recommencé à travailler depuis... ce grand voyage depuis ce grand chapitre-là. Ouais, OK. Ouais. Bon, fait que ça nous donne une idée parce qu'il y a à travers ça, il y a une portion très créative. Il y a une partie de toi qui a un côté fonceur artistique qui sort un peu de ton côté cartésien. Fait que c'est un peu cette partie-là. J'ai des fois une personnalité un peu bipolaire. Mais artiste cartésien, ils s'entendent pas tant tout le temps. Puis je pense que j'ai tellement fait de recherches, mais je pense que c'est toi qui te décrivais comme une mini-wheat. C'est-tu toi toi qui t'es déjà décrite comme une mini-wheat avec ton côté cartésien, mais ton côté, justement, organisé, tu sais, oui, le côté je l'ai plus... déjà, mais il me semble que je me rappelle plus où j'ai... Parce que, ouais, mais moi, j'ai exploré beaucoup d'archives, le fait que... mais il me semble que c'est toi qui dis ça. En tout cas, je trouve que, à la lumière de ce que tu viens de dire, effectivement, mais là, on va peut-être explorer un peu plus le côté givré. J'ai rien contre le côté... ouais, les gens ont tendance à l'aimer ça. Oui. Le côté plus pratique. Mais bon, je pense qu'une belle complémentarité, ça aide, mais si on revient au chapitre principal, parce qu'il y a eu des grands changements. En fait, avant toute chose, là, j'ai nommé tes 4 enfants. Ils sont rendus à quel âge maintenant? 14, 10, puis presque 8. OK, fait que ça... Là, on fait un bond en arrière de 7 ans, parce qu'elle est... Puis même peut-être avant, parce que le diagnostic ouais.
Mia avait 7 ans. 7 ans. OK. Puis le livre commence comme ça, puis le documentaire aussi commence sur cette note-là, et c'est une série de lettres et de chiffres. C'est PDE 6B. Ouais. Puis là, ça part comme ça, et là, les gens qui sont pas nécessairement au courant de l'histoire sont comme, OK, qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, à l'époque, quand tu as reçu le diagnostic, c'est ça que tu avais sur le papier. Ouais. Puis peux-tu nous expliquer justement la genèse de ce diagnostic-là? Oui. Ben, en fait, tu sais, quand on a eu le diagnostic, ça faisait déjà 4 ans Vous étiez en processus. qu'on était en processus, qu'on cherchait, qu'on savait qu'il y avait comme quelque chose qui ne fonctionnait pas avec sa vision, qu'elle n'avait pas de vision de nuit, mais on n'avait pas de diagnostic clair. Fait qu'il y avait encore beaucoup de possibilités. Puis cette journée-là, tu sais, le diagnostic est tombé parce que c'était le gène PDE6B. Puis le généticien m'a dit plein de choses à cette réunion-là, mais on dirait que ces lettres-là m'ont comme marqué. Puis ça signifie quoi, cette maladie-là? Bien, en fait, c'est le gène qui est défectueux. Donc, comme le gène chez Mia, Colin et Laurent ne fonctionne pas, il ne produit pas une protéine qui, elle, maintient les cellules de la rétine en vie. Fait que, tranquillement, les cellules, ils vont mourir dans sa rétine. Donc, elle va perdre la vue. Puis ça va perdre... Normalement, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un peu comme un écran d'ordinateur. Oui. Les pixels, ils meurent tranquillement. Fait que là, on voit qu'il y a des pixels qui sont plus fonctionnels, mais tu sais, ça n'affecte pas encore son champ de vision. Mais tranquillement, c'est comme si tout le pourtour de son écran, bien, les pixels, ils vont s'éteindre jusqu'au centre. Puis à un moment donné, il n'y aura plus de pixels qui vont fonctionner. Puis ça s'appelle la rétinite pigmentaire. Exact. Donc, dans le domaine de la santé. Et ça, quand tu as reçu ce diagnostic-là, et là, première citation, parce que tant qu'à avoir un livre, je te replonge avec ta plume, là, mais parce que ça a été un choc. Puis là, tu dis, quand on réalise qu'il n'y a pas d'échappatoire, que le diagnostic est non négociable et que les traitements sont inexistants, le mur du déni se fissure, laissant entrer la douleur. Elle s'infiltre d'abord par petites gouttes, avec un resserrement dans la gorge, une larme ici et là, puis des ruisseaux se forment et rapidement, c'est un torrent qui nous emporte. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais là. Bien, premièrement, c'est tellement imagé, c'est tellement beau, mais c'est tellement puissant. Puis, en tant que maman, à ce moment-là, comment il y a beaucoup d'impuissance, là, clairement. Là. C'est clair. Puis c'est ce qui était le plus difficile avec cette maladie-là, il n'y a rien à faire. Tu sais, quand tu es dans une situation difficile, tu sais, c'est l'action. En tout cas, moi, c'est l'action qui fait que je peux passer par-dessus mes émotions, passer à d'autres choses. Mais là, c'est tout. Il faut que tu l'acceptes. Il y a rien qu'on peut faire. Fait que ça, c'était la partie. Tu sais, à quelque part, j'aurais aimé ça qu'il y ait des exercices ou des diètes spéciales. Tu sais, je me serais lancée à 200. Tu sais, j'avais besoin de lancer mon énergie quelque part, tu sais, pour sentir que je reprends le contrôle. Mais il n'y avait rien à ce moment-là. C'était ça. Puis c'est ce qui m'a amené aussi à chercher des outils. Tu sais, je me suis dit, comme je ne peux pas l'aider au point de vue physique, bien, tu sais, je vais trouver des outils pour la préparer pour le futur. Puis, c'est ça, tu sais, j'ai écrit dans mes notes, il y a un mélange il y a un deuil, premièrement, parce que, clairement, il y a quelque chose qui ne sera plus. Puis là, on le voit comme venir, tu sais, on le voit arriver, mais on ne sait pas trop comment le préparer. Fait que déjà là, toi, tu vis ça, mais il y a aussi de l'expliquer à Mia, qui a été... Puis ça, c'est intéressant quand tu racontes le moment où tu lui as annoncé, parce que il y a quand même un écart entre le moment où Sébastien, ton conjoint, et toi l'avez appris, puis le moment où vous avez comme te plongé pour en parler réellement avec Mia, qui avait 7 ans à l'époque. Ouais. Puis tu racontes aussi, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, il y a un mélange de peur, de doute, de colère que tu ne veux pas transmettre à Mia, mais il faut quand même que tu l'abordes. Puis en fait, tu t'es questionné à savoir si elle était trop jeune pour le savoir. Comment ça s'est placé jusqu'à ce que tu lui annonces, finalement, ce processus-là? Bien, tu sais, c'est sûr que la première étape, ça a été d'abord, pour moi et Sébastien, de dealer avec nos émotions. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose qu'il fallait vivre, tu sais, la peine, la colère, l'accepter. Tu sais, tant que tu n'es pas rendu à accepter le diagnostic, je pense que tu peux pas...
c'est pas le temps d'en parler. Ouais. Tu sais, tu peux pas, quand tu es encore dans le déni, quand tu es encore dans la colère, si tu en parles à ton enfant... T'es pas dans la bonne énergie. Exactement. Tu sais, c'est pas ça que tu veux lui transmettre. Peut-être qu'elle va les avoir, mais tu veux pas lui transmettre les tiennes, tu sais. Fait qu'il y a eu tout ce processus-là. Tu sais, il fallait que je sois capable d'en parler sans que les larmes me viennent aux yeux. Il fallait que vraiment je sois plus zen avec le diagnostic. Puis après, il fallait aussi prendre la décision de est-ce qu'on doit lui dire? Tu sais, elle avait 7 ans, puis elle n'avait pas de symptômes. Tu sais, elle avait des symptômes la nuit, mais rien qui la dérangeait. Fait que je me dis, mais est-ce que ça vaut la peine que je lui mette ça sur les épaules quand tu sais que c'est peut-être juste vers la vingtaine, trentaine que vraiment elle va sentir les effets? Puis là, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, on demandait conseil aux gens autour de nous, puis c'était super divisé. Il y a des gens qui disaient, mais non, tu sais, laisse-la vivre son enfance dans l'innocence, puis sans mettre ça sur ses épaules. Elle n'a pas besoin de le savoir. Puis d'autres, non, faut lui dire. Puis je cherchais, moi, la réponse. Moi, j'aime ça, les choses qui sont claires. La cartésienne en moi. Mais OK, Google, un psychologue qui se connaît en perte de vue, ça n'existe pas. Puis j'ai fini par parler à une travailleuse sociale de l'Institut Louis Braille. Puis elle m'a dit, il n'y en a pas de bonne réponse. C'est toi qui connais ta fille. Toi, tu es la spécialiste de ta fille. C'est toi qui sais ce qui est le mieux pour elle. On dirait que ça m'a comme rassurée. Puis, moi puis Sébastien, on a convenu que, Mia est aussi très cartésienne comme moi. Puis elle n'est pas anxieuse, puis je pense... Puis j'aimais mieux qu'elle le sache maintenant, parce que je me dis, sinon, il n'y aura pas de bon moment. C'est ça. Puis je me dis, si c'est dans l'adolescence, puis il y a aussi le risque... à l'adolescence, avec les hormones, il y a possibilité qu'elle perde des gros morceaux de sa vision assez rapidement. Fait on aurait été obligé de lui dire pendant l'adolescence. Oui, dans une période où elle est en transformation. C'est ça, c'est pas le temps. Puis, j'aurais eu l'impression, j'aurais eu peur qu'elle pense qu'on lui a menti. De ne pas dire quelque chose. Oui. Ça peut être vu comme un mensonge. Fait que, c'est pour ça qu'on lui a dit. Puis, avec le recul, pour moi, je pense que c'est vraiment le meilleur choix, parce qu'elle grandit avec ça en elle. Puis, les enfants, ils sont dans l'instant présent. Fait que, sont moins inquiets du futur. C'est plus loin. Fait que ça leur permet d'apprivoiser la maladie sans que ça soit un choc. Comme mes plus petits, eux, on n'a pas eu le choix de leur dire parce qu'on en parlait. Fait que ça a toujours fait partie. Fait qu'eux, ils ont grandi avec cette connaissance-là. Fait ils n'ont pas eu ce choc-là, comme un ado aurait pu avoir, que tout d'un coup, tous tes plans d'avenir sont à revoir. Là. Oui, mais parce qu'il y a quelque chose qui éclate, là, d'être dans l'ignorance. Puis après ça, je pense qu'il y a, dans n'importe quelle situation, effectivement, je pense que tu étais la meilleure personne, puis même Sébastien aussi, à faire, regarde, on pense qu'elle est prête pour ça, puis tout est dans la façon de l'amener. Mais c'est drôle parce que dans le livre, tu la cites, là. Quand vous avez eu ce dîner-là entre filles à la maison, puis c'était comme, c'est plate. Ah, plate. Puis là, je me rappelle, ça m'avait comme... Puis en même temps, sur le coup, je me suis dit, elle comprend pas. Ouais. Puis j'étais comme soulagée. Je disais, OK, elle comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Fait qu'il y aura pas de gros drame. Mais... elle comprenait vraiment bien qu'est-ce qui s'en venait. Le fait qu'elle allait perdre la vue, qu'elle devait... Elle essayait de se déplacer, elle se pratiquait à se déplacer les yeux fermés. Elle m'a même dit à maman, il va falloir que ma chambre soit super propre parce que comme ça, il va falloir que je retrouve mes affaires quand je vais perdre la vue. Il faudrait que je les rappelle. Ouais. Ça n'a pas tenu longtemps, ça. Surtout, là, elle est rendue à 14. Là, ça doit pas... Non, elle n'est pas super. OK, elle n'est pas super, mais... oui, c'est ça. Là. Mais il reste que c'est ça. Tu l'as dit, tu sentais... En fait, ton instinct sentait que... probablement que Colin et Laurent avaient peut-être ces prédispositions-là. Fait que vous avez enclenché des démarches pour investiguer aussi. Mais en fait, ils présentaient les mêmes symptômes qu'elle la nuit. Le soir, ils ne voyaient pas. Fait que t'espères tout le temps te tromper, mais tu le sais que c'est pas... Tu dis, ta cou qui faisait pas aussi noir ou qui faisait trop noir. Mais bon, effectivement, il y avait... eux aussi, le diagnostic. Fait que, mais eux, ça a été rapide parce qu'on savait exactement quel gène trouver. Fait que,
comme il y avait les symptômes, on les a testés. Puis on a eu le diagnostic 6 mois après-midi à peu près. Mais ça n'a pas été nécessairement plus facile là, d'assumer ce coup-là. Non, je pensais que ça le serait. Je me disais, je le sais. Puis c'est drôle, hein, tu te dis, ben regarde, je le sais, je suis prête, je suis déjà passée par là, mais c'est comme le coup. Tu sais, tu reçois le coup de téléphone, tu l'attends, ce téléphone-là, puis quand tu as le téléphone, l'émotion revient là, aussi, aussi forte. Ouais. Ça a redéclenché le torrent. Ça redéclenche quelque chose, Qu'est-ce qui est le plus difficile dans... Tu sais, après ça, on va parler justement du refus de l'inaction, là, mais dans le moment, là, émotionnellement, c'est comme... Qu'est-ce qui se passe, là? C'est-tu comme... T'as revécu exactement un choc? Même s'il y avait une attente? Ou c'est plus émotionnel? C'est plus l'émotion. Ouais. C'est la tristesse qui est là, c'est la colère. Tu te dis, mais pourquoi? Ouais. Ces maudits de questions-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour que ça nous arrive à nous? Puis tu regardes les gens autour de toi, puis il y a une espèce de... Mais pourquoi eux autres, ça leur arrive pas? Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais c'est une réaction qui est normale, qui fait partie du processus. Puis, il faut pas les... C'est pas des émotions qu'il faut combattre, il faut juste les... Je pense que plus tu les acceptes, plus tu plonges, puis t'es laisses tes vies. Oui. Je pense que aussi, l'avoir vécu une première fois, je savais ce qui s'en venait. Fait c'est comme, OK, bien, on les vit, ces émotions-là sont valides. Puis, tu sais qu'après, ça va s'apaiser. Mais... Oui, ça se replace. Mais d'ailleurs, prochaine citation. C'est ça. Il y a beaucoup de couleurs et de post-it. Et là, c'est parce que il y a ça, mais moi, ce que je trouve beau, puis je pense que c'est une grande partie de ta tête de cochon, c'est de faire, OK, là, j'ai pas le contrôle, mais attends un peu. Là, c'est pas vrai que je vais rester hors de contrôle pendant aussi longtemps. Et justement, là, tu dis dans ce passage-là, comme la tempête était inévitable, j'allais leur donner des outils pour qu'ils puissent l'affronter sans peur. Je voulais qu'ils aient les armes pour entrer dans la bataille avec courage et détermination. Pour moi, accepter leurs conditions ne voulait pas dire de se résigner et de subir. L'acceptation permet de ne pas gaspiller d'énergie dans la colère et dans la victimisation, mais elle ne doit pas mener à l'inaction. Fait que c'est quand même un gros travail émotionnel et humain, ce que vous avez traversé. Mais là, à partir d'un moment, tu as fait, OK, soit que je subis ou soit que je vis, là. Tu sais, c'est comme... Et là vient quelque chose de vraiment beau. Parce qu'on t'a parlé de remplir la mémoire visuelle, puis t'as pas pris ça. T'es pas allé à moitié. All in. Explique-moi comment... tu sais, à partir du moment que tu décides d'accepter, là, qu'est-ce qui se passe en toi? Puis là, justement, quand on te parle de cette étincelle-là, là, de remplir la mémoire visuelle, là, qu'est-ce qui se déclenche? Bien, avant ça, tu sais, pourquoi je me suis rendue là, c'est que tu dis, OK, je vais les aider, je vais trouver des outils pour le futur, mais moi, je connais rien au handicap visuel. Ouais. J'en ai pas dans ma famille. Fait que là, tu fais des recherches, mais c'est pas... Fait que la seule chose que je connaissais, c'est le braille. Fait que j'ai dit, on va essayer de lui faire apprendre le braille. Mais tu sais, je voulais qu'elle l'apprenne à l'école. Puis là, dans le système scolaire, il n'y a rien qui est simple dans le système scolaire. Tu sais, surtout quelque chose de rare et de pas commun non plus. Puis, tu sais, comme en discutant avec l'intervenante, il n'y avait pas tant les ressources, surtout qu'il n'y avait pas un besoin. Puis, tu sais, apprendre le braille quand tu as une vision, c'est difficile. Tu ne l'apprends pas, tu l'apprends pas complètement. Tu le lis quand même avec tes yeux. Il faut vraiment que tu pratiques tes doigts. Puis ça, tu sais, surtout pour un enfant, de le faire avant de perdre la vision, c'était comme un... Fait que c'est là que l'intervenante a dit, tu sais, c'est pas la meilleure chose à faire en ce moment. Il n'y a pas tellement les ressources, mais elle dit, tu sais, ce qu'elle pouvait faire, c'est de remplir la mémoire visuelle. Ouais. Puis, tu sais, là, c'est venu chercher, tu sais, quand elle m'a parlé de girafe et d'éléphant, moi puis Sébastien, on est quand même des voyageurs, tu sais, comme explorer. Ça a été comme c'est ça, une étincelle. On disait, ça, c'est concret, tu sais, ça, je peux agir là-dessus. Puis, j'étais arrivée à la maison, puis, tu sais, il n'y a même pas eu de discussion avec Sébastien. C'était pas compliqué. C'était comme une évidence. Puis là, on a dit, on va aller faire un safari. Mais là, OK, remplir la mémoire visuelle, c'est un projet d'une vie, ça. Comment tu fais ça?
Fait qu'on s'est mis à rajouter des destinations. Puis tu sais, je pense que de voyager 1 an avec les enfants, c'est quelque chose qui a toujours... Tu sais, qui a toujours été possible pour nous, tu sais, dans nos... Ben, tu sais, c'était plus comme un rêve. Ça n'a jamais été... C'était pas un projet, mais c'était quand même un rêve de voyageur, de faire le tour du monde avec tes enfants. Oui. Mais je pense que là, le diagnostic a juste fait, OK, mais il n'y a plus aucune... Tu sais, puis quand tu as ce rêve-là, tu as tout le temps là, ben, la carrière, tu sais, il y a tout le temps des mais, puis peut-être pas. Fait que c'est un rêve quand même assez abstrait. Là, il n'y avait plus aucune raison qui tenait pour nous arrêter de le faire, tu sais. Les finances, c'était plus important. Il n'y a plus rien qui avait d'importance plus que de remplir leur mémoire visuelle. Puis tu parles aussi d'un sentiment libérateur, parce qu'après avoir vécu autant un trop-plein, tu sais, puis de naviguer à travers ce périple-là, j'allais dire aventure, on dirait qu'aventure, c'est comme plus festif, là, c'est plus un périple, mettons. Mais il y a quand même eu... la prochaine étape, en fait, là, c'était de faire où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Parce que notre chère planète, elle est extraordinaire. Puis là, la genèse que je comprends, c'est qu'il y avait quand même les animaux de la savane, là, tu sais, le Big Five qu'on appelle, tu sais, ces grands animaux-là, la girafe. Mais après ça, on se repositionne comment pour faire, OK, on part de où? Tu sais, on sait qu'on veut aller voir les éléphants puis les girafes. On sait qu'on veut partir 1 an. Ça, au moins, vous mettiez des contraintes. Mais après ça, vous aviez à faire des choix et est arrivée la liste. La fameuse bucket list. La fameuse liste. Parle-moi ça, justement. Mais tu sais, en fait, la liste, c'était un projet un peu ludique, tu sais, parce que, tu sais, impliquer des enfants dans un voyage, tu leur demandes à un enfant de 5 ans, où tu veux aller dans le monde, il n'y a pas de réponse. Il ne sait pas à quoi ça ressemble, les pays. Oui, c'est ça. C'est abstrait. C'est abstrait. Puis, tu sais, on voulait les impliquer. Fait que... on s'est dit, bien, quelle activité que vous voulez faire? Puis, c'était un peu ludique. Puis je pense qu'il y avait eu il y avait une entrevue pour format familial, je pense. Oui. Puis ils nous demandaient ça. Tu sais, ils ont comme demandé qu'est-ce que les enfants veulent faire. Fait que, tu sais, ça a été comme, OK, mais on va faire avec les enfants, là, vraiment. Puis on s'est pris au jeu. Puis, tu sais, au départ, c'était juste ludique pour les impliquer. Oui. Puis finalement, bien... principalement, je pense, à cause du jus sur un chameau qu'on trouvait tellement drôle. Tu sais, Laurent, 4 ans. Je me rappelle, on était assis dans les escaliers, puis moi, je veux boire du jus sur un chameau. Puis toute la famille, hein? Oui, puis là, il était trompé. Il s'était pas trompé dans ce qu'il avait dit, là. Fait que, OK, on boit du jus sur un... On trouvait ça drôle, on l'avait marqué, mais là, tous les autres enfants trouvaient ça drôle. Fait que c'est comme resté comme un peu un running gag. Mais là, tu sais, on voulait absolument le faire. Puis toutes les autres activités aussi sont devenues comme, ben, c'est le fun de... C'est comme manger de la crème glacée, mais on pouvait faire ça partout, mais on avait coché la case. Il y avait comme une satisfaction, comme dans les fameuses to-do, là. Exactement. Mais ça rendait quand même quelque chose de plus concret pour tout le monde. Puis ça permettait aussi à chacun de participer, en fait, de mettre son grain de sel, d'avoir l'impression de s'impliquer là-dedans. Et d'ailleurs, vous avez été une équipe de feu parce que il faut préparer ça. Vous avez eu un délai à cause de la pandémie. Mais peux-tu nous expliquer comment on répartit les tâches? Parce que là, bon, vous partez à 6. Puis moi, je pense aux gens, j'adore voyager. Puis le jour où je vais avoir des enfants, je veux continuer à ça parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très fort là-dedans. Mais moi, c'était une des choses dans le livre, j'étais comme, OK, t'as peu, comment ils ont fait? Là, il y a comme une espèce de... Puis tu sais, tu l'as dit, là, t'es une voyageuse née, même avant d'avoir les enfants, t'as voyagé beaucoup, Sébastien aussi, fait qu'il y avait quand même... tu sais, vous savez voyager, dans le sens que c'était pas un... Mais il y avait quand même une logistique de plus. Comment vous avez réparti ça pour que ça soit viable et agréable pour les deux? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à gérer. Oui. Mais en fait, c'est que je pense que ça, notre couple, c'est une de nos forces. C'est qu'on est super bon à avoir chacun nos ministères. Puis dans la vie et dans le voyage, c'est comme quand Seb s'occupe de quelque chose, Seb s'occupe de quelque chose. Je m'en mêle pas. Ouais. Puis j'y fais totalement confiance, même si moi, j'aurais fait les choses différemment et vice-versa. Puis ça, je pense que c'est important parce que si tu confies quelque chose à ton chum puis que tu le gères en plus, bien,
tu te brûles, puis en plus, tu t'ostines. Fait qu'il y a tellement d'énergie perdue. Puis, tu sais, quand tu voyages avec 4 enfants, t'en as pas de l'énergie de spare. En fait, avec 4 enfants en général. Avec des enfants en général. Ah oui, c'est ça. Puis Seb, ses forces, c'est ce qu'il aime faire, c'est planifier. Lui, planifier là, un voyage, puis faire plein de recherches, puis tout ça, trouver le meilleur. Puis à la base, il y a une formation de comptable. Fait qu'il est très trouver le meilleur au meilleur prix. Puis là, tu sais, lui, quand il trouve quelque chose pas cher, mais vraiment cool, là, il est super heureux. Oui, c'est ça. C'est comme son défi à lui, c'est ça. Là. C'est ça qui est le drive. C'est vraiment ça. Là. Fait qu'il y a tout le temps comme, OK, c'est cool, mais c'est beau, mais c'est trop cher. Mais... Fait qu'il fait beaucoup de recherches. Fait que ça, c'était toute la planification, c'était Sébastien. Et toute la planification financière. Parce que c'est plus simple, c'est genre le budget puis les choix de... Fait que moi, tu sais, au niveau de la planification, tu sais, souvent, là, je savais même pas où on s'en allait. On rencontrait... Oui, vous allez où après? C'est bon, on s'en va. Des fois, j'étais dans l'autobus, on s'en va où déjà? Fait que... Ben, pour moi, ça, c'était magnifique. Ça, j'avais pas à gérer. Moi, gérais toute la gestion des bagages, la planification, comme en route, gérer le linge, toute la planification de l'école aussi. Oui, parce que tu as continué à les... Faire l'école à la maison. Oui. ça s'est passé comment, ça? Écoute, j'avais déjà beaucoup de respect pour les professeurs. Oui. J'ai un immense respect pour les professeurs. Ça a bien été, mais c'était difficile. Mais c'est difficile parce que faut que tu trouves un moment où tes enfants ont envie de faire l'école, ou enfin, pas ont envie, mais sont disponibles, puis toi aussi. Puis souvent, c'est quand on prend une pause, mais quand tu prends une pause en voyage, c'est le fun de se reposer. Mais là, les pauses servent à faire l'école, puis faire de l'école avec 4 enfants, c'est tout sauf reposant. Oui. Fait que c'est un défi. Puis tu sais, d'un camping, là, faire des maths assis à terre d'un camping, c'est pas toujours, tu sais... Il n'y a pas toujours le meilleur... En fait, il y a rarement le bon setting. Oui, c'est ça. Le bon emplacement est rarement présent, là. Oui, je comprends. Mais l'inverse aussi, tu sais, on pouvait être sur une terrasse magnifique, puis là, tu fais des écoles, des maths, mais tu sais, avec une vue sur la baie à Bali. Fait que, mais ça a bien été. Ils sont retournés à l'école, puis ils n'ont pas eu de problème à suivre le programme. Mais ça reste quand même, dans ta charge mentale à toi, il faut quand même que tu suives le cursus à travers tous les autres apprentissages que le voyage leur a amené quand même. Mais c'est beau parce que tu dis aussi, tu sais, pour penser un peu à la liste qui est la genèse de votre trajectoire, l'aventure nourrit l'aventure, et bien que le voyage ait une fin, la liste, elle, n'a pas de date de péremption. Fait que ça, c'est beau parce que ça veut dire que même si vous n'avez pas tout complété, bien, ça, tu sais, ça va... Puis on en reparlera plus tard du retour puis de la suite, mais on dirait que ça doit avoir déclenché quelque chose, là. Bien, en fait, c'est que t'en rajoutes. Ouais. Tu fais pas juste cocher des affaires, t'en rajoutes tellement. Tu rencontres des voyageurs, là, tu passes à côté, un jour, je vais revenir parce que là, on n'a pas le temps de faire ça. Tu découvres des choses que t'aimes, que tu savais pas que t'aimais. Je savais pas à quel point j'aimais le désert avant de vraiment en voir. Puis là, tu dis, OK, mais je pourrais en voir. Il y a tellement d'autres déserts que je pourrais aller visiter. C'est ça. Oui, fait que... Mais en même temps, je pense que ça diminue un peu l'urgence. Ou cette liste-là, tu sais, on l'a faite, mais tu sais, là, on sait qu'elle est infinie. Fait qu'il n'y a plus un... faut que je la coche. Avant de mourir, il faut que je l'ai cochée. C'est plus une liste de souhaits. Qui permet de nourrir les rêves. Oui, c'est ça qui permet de nourrir chacun d'entre vous, finalement, avec cette vision-là, de continuer de remplir la mémoire avec les années puis avec le temps. Puis là, j'ai le goût qu'on rentre dans le vif du sujet parce que je veux pas qu'on... Bien, il y a l'itinéraire, tu sais, vous avez fait plusieurs continents, vous êtes partis 15 mois, puis là, c'est pour ça que je veux que les gens lisent, parce qu'il y a rien comme de lire pour vraiment plonger avec toi dans le voyage, mais il y a différents traits qui sont ressortis, dont sortir de ta zone de confort, parce que tu dis, si on avait cherché le confort, on serait resté à la maison. Et là, moi, je suis comme, j'entends la tête de cochon qui est comme, mais regarde, on voyage ou on voyage pas, là, tu sais, puis vous y êtes pas allé à moitié. Tu dirais que qu'est-ce qui t'a sorti le plus de ta zone de confort à travers tout ça? Parce que vous avez vu de tout, là. Quel endroit qui a comme fait, oh, la Mongolie. Pourquoi? Pourquoi ce
ce Bien, tu sais, pays-là? les conditions sont vraiment... Tu sais, il n'y a pas d'infrastructure dans la majorité du pays. C'est des steppes. C'est du gazon. Puis, il n'y a pas d'eau courante. Il n'y a pas de toilette, pas de douche. Tu sais, souvent, À la grandeur du pays. Bien, ils ont des installations, là, Oui. tu sais, mais souvent, les Mongols, ils vont avoir leur yourte, puis leur yourte, ça se déplace. Fait qu'ils vont s'installer dans un endroit, puis ils peuvent s'installer l'autre endroit. Fait qu'il n'y a pas nécessairement d'infrastructure. Oui. Tu sais, de plus en plus, il y en a, mais dans la majorité du pays, c'est juste des étendues avec très, très peu de monde. Puis ils ont des troupeaux de chameaux, de chèvres, de moutons, de cheval. Oui, fait que c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, quand tu voyages, tu es dans des conditions de base. Puis c'était un désir que vous aviez au départ, justement, de sortir de votre zone, autant dans la tienne que dans celle de la famille, parce que, veux pas, vous avez tous vécu ça ensemble. Est-ce que c'était conscient ou inconscient? Je pense pas que c'était conscient à ce point-là. OK. Tu sais, je pense qu'avec le recul, je peux voir Oui, c'est ça. que c'est ça qu'on a fait. Mais tu sais, je pense qu'on le fait ici à la maison. Tu sais, des gens qui aiment le plein air, c'est ça aussi. Oui. Tu sais, c'est cette espèce de désir-là de se mettre au défi. Tu sais. Puis quand on va en camping. Puis dernièrement, j'ai vu une vidéo, puis je trouve que ça explique tellement bien cette espèce de feeling-là. Puis il appelait ça comment? Le baseline du bonheur. Puis là, il expliquait. Puis je trouvais la théorie super intéressante où il dit, tu sais, non, mettons là, que toi, ton niveau où tu es bien dans ta vie, là, c'est ici. Tu sais, c'est comme à un certain niveau. Puis en général, on cherche à être heureux en se mettant dans plus de luxe, dans plus de... Fait qu'on va aller dans un gros resort, puis là, la bouffe va tout être faite, puis on est mieux que notre état normal. Ouais. Sauf que quand tu reviens dans ton quotidien, bien là, t'es moins bien, tu sais. Ouais. Ton bien-être, il dure pas. À l'inverse, tu sais, si tu vas en vacances, puis tu t'en vas en camping, puis là, tu n'as pas de douche, tu sais, il faut que tu te fasses ta bouffe dans un petit... Tu sais, puis t'as du fun. Mais quand tu reviens chez vous, tu sais, là, t'es comme, t'apprécies ton confort. Ouais. Fait que là, ton bien-être, il est comme durable, parce que tu l'apprécies. Tu sais, moi, encore aujourd'hui, là, chaque matin, quand je prends ma douche chaude, là, il y a tout le temps une pensée que, mon Dieu, que c'est un beau luxe. T'sais, parce que en voyage, moi, prendre une douche froide, j'ai un petit côté princesse. Ça me prend de l'eau chaude. L'eau froide le matin, là. Ou, me laver au petit bucket. Ouais. Je trouve ça rough. Ça a fait partie des irritants. Ben, des défis, en fait. Oui, là. c'est ça. Moi, c'est comme... C'était... Mais en même temps, c'est pas au point de pas vouloir... Même pas au point de t'empêcher de voyager. Exactement. Mais ça, c'est comme... j'ai hâte, ça fait ça. Oui, c'est ça. Parce que je me rappelle plus, je sais pas si c'est au Népal ou en Mongolie, mais dans ce coin-là, où vous avez comme passé 7 jours. Là. C'est ça, c'est en Mongolie. C'est en Mongolie, oui. Où là, tu disais... plus capable. Là. Oui. Là, toi, t'as atteint un niveau de... Ça, c'était dans le désert. Là, c'était pas juste la douche froide. En Mongolie, c'était pas de douche, parce que surtout dans le désert de Gobi, comme il y avait des douches communes dans certains villages. Oui. Puis là, le village... Fait que sur notre itinéraire, on avait comme une douche de prévue aux 3 jours. Mais là, quand on est arrivé à notre village douche, il y avait une panne d'électricité. Fait que là, la prochaine douche, c'était dans 3 jours. Mais tu sais, t'es dans le désert, là, il fait 35, puis dans le sable toute la journée. Tu sais, t'as pas vraiment d'eau. Tu sais, tu manges, tu te laves, t'as de l'eau, mais tu sais, c'est dans un bucket, c'est pas... Fait que c'est ça. J'avais hâte de me laver. Mais t'as dû encore plus apprécier ta douche, là. Oh mon Dieu! Est-ce qu'elle était chaude? C'est ça la question que tout le monde veut savoir. Oui. J'avais de l'eau. T'avais de l'eau. L'eau chaudasse, là, c'est des espèces de mais pas comme une douche glaciale, là. Non, c'est ça. Tempérée, mais oui, exactement. Okay, mais à ce moment-là, n'importe quelle douche j'aurais fait d'affaires. J'adore ça. Ça m'amène à te parler un peu de la surprise que vous avez eue avec... de la surprise, en fait, de l'adaptation et de l'endurance des enfants. Parce que c'est challengeant pour un humain, c'est challengeant pour un adulte, mais pour toi, ça a été quand même... quelque chose de... en fait, ça t'a marqué de voir à quel point, des fois, peut-être que tu projetais tes peurs et tes angoisses sur les enfants, alors que finalement,
il s'adaptait. Tu sais, il y a comme cette surprotection-là, finalement, qui était plus là. Comment comment ta pensée a évolué par rapport à ça? Bien, tu sais, c'est un peu de réaliser... Tu sais, de réaliser que tes enfants, là, la propreté, là, ils n'ont aucune... Je sais pas si c'est juste mes enfants, là, mais... Tu sais, des draps propres, des draps sales, tu sais, que ça soit sale sur la table, qu'il y ait de la poussière partout. Tu sais, ça, en tant qu'adulte, tu vas le voir beaucoup. Eux autres, ça passe inaperçu. Fait que, tu sais, ce niveau-là, tu sais, ils le voient pas. Fait que déjà, ça, c'est une adaptation qu'eux autres, ils n'ont pas... c'est pas un stress. Ça les met pas inconfortables la plupart du temps. Eux, d'être dehors avec des animaux, ils trouvent ça vraiment cool. Ils ont plein de... Ils voient pas le monde de la même façon. Parce que, je sais pas si c'est mes enfants, mais je pense que les enfants, en général, je me rappelle, Laurent, on était dans un petit village, puis c'était un des premiers villages en Afrique où on était en Zambie. Puis c'était un des premiers villages vraiment traditionnels, tu sais, avec des cases, avec pas d'eau, des animaux. C'est le premier où on passait. Puis là, on avait mangé chez des gens. Puis ils avaient vraiment vu, tu sais, qu'il fallait pomper l'eau, tout ça, tu sais, qu'ils vivaient vraiment dans des conditions de base. Puis tu vois, Laurent, en partant, là... Puis il y a 5 ans à l'époque. Il y a 5 ans, c'est ça. Puis son premier commentaire, c'est « Ah, maman, ils sont tellement chanceux. » C'est-à-dire que de tous les commentaires que tu aurais pu faire, c'est le dernier. Tu sais, moi j'espérais qu'ils voient, tu sais, comme leur chance à eux, comme, tu sais, par rapport. Mais lui, il dit, hey, ils ont des bébés chèvres. Tu sais, lui, il voyait juste que les enfants, ils avaient accès à des bébés chèvres tout le temps. Tu sais, fait que pour lui, là, c'est le plus bel endroit pour vivre sur la planète à ce moment-là. Fait que tu vois, OK, non, leur vision du monde n'est pas, est pas comme la nôtre. Oui, c'est ça. Puis ça doit quand même te ramener à... OK, il y a sûrement des prises de conscience, puis même juste comme un moment de... OK, attends, là. De t'enlever aussi de cette pression-là. Oui, de les mettre confortables. Oui. Tu sais, le confort. Là. Colin, il a déjà passé une nuit sur une petite valise, là, tu sais, un bagage de cabine là, qui était dans l'allée d'un autobus. Il s'est roulé en boule, puis il a couché là-dessus. Puis, tu sais, je me disais, mais quelle mère! Puis il voulait pas changer de place avec moi. Puis j'étais là, mais qu'est-ce que je fais vivre à mes enfants? Là? Il dort, tu sais, c'est un plancher d'autobus roulé en boule sur une petite valise, tu sais. Puis il s'est réveillé, puis il était tellement heureux. Là. Il regardait ses frères et ses sœurs, puis il a dit, moi, je suis chanceux, j'ai eu la meilleure place, l'autobus. OK. Là, tu sais, il faut arrêter. Puis vraiment être à l'écoute de leurs besoins. Tu sais, puis arrêter d'essayer nous, d'interpréter. Tu sais, de voir eux quand ils sont inconfortables. Eux quand, tu sais, mais pas d'essayer de l'anticiper. Oui, ou de le projeter sur eux. Exactement. Ce que toi, tu trouverais inconfortable, dans le fond, c'est vraiment une question de perception, de vision. Oui, puis plein de fois, c'est arrivé ça dans le voyage. Une fois, on campait, là, puis la tente n'était pas étanche. On était dans le désert, Amman, il pleut jamais. Puis là, notre tente, il s'est mis à pleuvoir. Et la douche, mais on n'a pas de nulle part. On était loin de tout. Puis là, la seule place où on pouvait dormir, c'était dans l'auto parce que l'eau rentrait dans la tente. Fait que là, assis dans un auto, tu as beau coucher les sièges, ça demeure super. Et c'est des sardines, là. Oui, puis t'es pas bien. Là. Oui. Colin, encore une fois, là, sur le siège du conducteur, roulant en boule. C'est là qu'il a dormi. Puis là, t'as des bagages là, qu'il faut que tu... C'était... Pour moi, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Mode... Tu sais, moi, t'es en mode survie. Oui. Hey, les enfants, là, c'est un de leurs... Hey, c'est comme Noël. Quoi? C'est comme Noël. Attends, comme... Quoi? Mais tu sais, ça y faisait référence quand à Noël, tu sais, on se fait un feu puis on se colle toutes, tu sais. Fait que là, on était toutes collées. Fait que ça, il aimait ça. Fait que, mais je trouvais ça... Ça remet tellement de choses en perspective. Ça, à tellement de niveaux de... Tu sais, on vit dans un monde où on est tout le temps en train d'enseigner aux enfants. On est tout le temps en train de les guider. C'est nous autres qui avons raison, puis eux doivent apprendre. C'est un peu ça, la relation qu'on a avec les enfants. Mais, tu sais, en voyage, je pense que ça permet un peu de se sortir de ce cadre-là plus facilement, puis de se donner la permission d'apprendre d'eux autres. Puis c'est fou comment est-ce qu'ils ont à nous apprendre sur tout ce qui nous entoure à tellement de niveaux. Là.
Ah, c'est beau. C'est beau, ça me touche. Ça m'amène à te parler de, de ton instinct maternel. Parce que, bon, on s'entend que n'importe quelle grande tête de cochon a un instinct, mais là, en plus, là, ton instinct maternel a été extrêmement important et vigilant à certains moments, même que des fois, j'étais comme... Je le vivais par anticipation, puis j'étais là, OK, c'est quelque chose, parce que quand vous avez voyagé dans la jungle, même dans la savane, il y a une portion du safari que vous avez fait à pied... quand je te parle d'instinct maternel, tu souris. Ouais. Fait qu'est-ce qui a été mis à l'épreuve? Parce que selon moi, c'est un outil qui est important. Puis en même temps, à certains moments, tu n'as pas pu profiter de ce que tu vivais parce que là, il y a beaucoup de choses que tu contrôles pas. Puis la sécurité de tes enfants, c'est la priorité. Ça reste ça, là. Oui, mais la sécurité... Tu sais, on vit dans un monde, surtout ici, là, tellement sécuritaire. Tu sais, on a des safeguards partout. On met des casques, des ceintures. Il n'y a pas beaucoup de risques. Tu sais, je veux dire, pour te faire mal, il faut vraiment que tu veuilles te faire mal. Tu sais. Puis quand tu vas dans d'autres pays puis tu te rends compte, les dangers sont partout. Là. Tu sais, tout le monde se promène nu-pied. Tu sais, les enfants se promènent avec des machettes. Les ceintures de sécurité n'existent pas. Tout le monde se promène derrière des trucks. Tu sais, en termes de sécurité, l'écart est immense. Mais moi-même ici, ça a toujours été un devoir de les laisser explorer, puis de les laisser leur donner le plus de latitude possible. Mais de trouver la ligne, c'est pas facile, parce que s'il arrive quelque chose, parce qu'il y a toujours la possibilité de se faire mal ou de se blesser gravement, et où la ligne? T'sais? Jusqu'où il peut aller, puis jusqu'où moi, je dois assurer sa sécurité, c'est pas clair. Puis la seule chose sur laquelle on peut se fier, c'est notre instinct. Tu laisses ton enfant grimper d'un arbre. À quel âge tu commences à laisser grimper d'un arbre? Juste au comment? T'es-tu proche? T'es-tu loin? Tu sais, toutes ces petites affaires-là, c'est des milliers de décisions tout le temps. Tu sais, un enfant, je vais à l'école à pied tout seul. À quel âge? Tu sais, quand est-ce qu'il est prêt? Tu sais, t'attends-tu qu'il soit vraiment prêt ou tu veux le laisser découvrir ses limites? Fait que, tu sais, même quand un enfant commence à marcher, est-ce que je l'aide ou je le laisse apprendre? T'sais, moi, je suis vraiment une adepte du concept de, moi, je ne vais pas t'aider à marcher. Tu vas tomber, puis c'est en tombant que tu vas apprendre à te relever. Si je te tiens tout le temps, mais tu n'apprendras pas à te relever, puis tu vas toujours être en danger. Faut que tu trouves tes propres limites, sinon tu es tout le temps en danger. C'est intéressant. Tu sais, les escaliers à la maison, souvent, tu mets des clôtures tout le temps. Mais un enfant, s'il apprend à monter, puis qu'il tombe d'une marche ou deux, il va apprendre bien plus vite, puis il va être beaucoup plus rapidement en sécurité dans un escalier qu'il va avoir pu explorer par lui-même qu'un enfant qui n'a jamais eu accès à des escaliers parce que tout est barré, mais il va être longtemps en danger dans des escaliers. Fait qu'en voyage, c'était un peu ça, c'est de dire, OK, est-ce que je suis trop... Je suis pas assez protectrice, je suis trop... Tu sais, mais je veux qu'ils apprennent. Oui. Parce que cet apprentissage-là, pour moi, il est essentiel. Mais c'est là où je dois me fier à mon instinct. C'est de dire, OK, là... puis ça me reconnectait à cette espèce d'instinct vraiment... Tu sais, beaucoup dans la nature, tout ça, là, l'instinct maternel pur des animaux, là, où tu sens qu'il y a des prédateurs qui pourraient attaquer tes enfants. Oui, bien c'est ça. Oui, bien c'est ça, mais... Moi, j'ai comme... j'ai trouvé l'expérience intéressante, de me reconnecter, de dire, tu sais, comme physiquement, j'avais une réaction physique où mes sens étaient en alerte. Tu sais, comme, OK, là, je sais que j'écoute, je sais que, tu sais, j'étais en alerte. Tu te sentais, là, pleinement consciente de tout, là. Oui, de mon environnement. Ouais. J'étais en mode protection. C'était assez intense. Mais, c'est ça. Okay. Mais, tu sais, il y avait un risque. Oui. Même si, bon, tu sais, il y avait quelqu'un avec un fusil, même si, tu sais, le risque est petit, mais quand même, c'est quand même des lions puis des éléphants qui auraient pu surgir de... Oui, c'est ça. Bon, remarque que les éléphants, on les entendrait quand même arriver, mais oui. Oui, mais les éléphants sont beaucoup plus dangereux que les lions, en fait. Ah oui? Les villageois, oui, un éléphant. Tu sais, le lion va moins t'attaquer parce qu'il est fâché. Le lion va t'attaquer
pour cette raison, mais Ouais. tu sais, les villageois, ils ont vraiment, vraiment plus peur des éléphants. Oui. Parce qu'un éléphant, quand ça décide que ça fait pas. Moi, ça fait pas. Oui, c'est ça. OK. Ça te ramasse, là. Fait que il y a une forme... Ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une forme d'équilibre que tu souhaites, avec lequel tu as essayé de te naviguer, tu sais, une forme de lâcher-prise, une forme de laisser aller, mais aussi, wow, tu t'es mis certaines limites à toi aussi pour être à l'aise de vivre avec ça, là, avec cette portion de risque-là. Oui. En même temps, cette portion de risque-là, c'est tout le temps, s'il arrive quelque chose, je vais-tu me sentir coupable? Tu sais, je veux dire, ben non, c'est sûr que tu vas te sentir coupable, mais... Est-ce que de leur surprotéger puis d'empêcher les... Tu sais, parce que souvent, tu fais ça pour pas qu'il arrive quelque chose, mais est-ce que tous les apprentissages qu'ils font pas parce que je les surprotège, ça vaut le coup? C'est toujours un débat. Tu sais, puis t'as aussi tout le regard des autres, tu sais. Ici où... ben en fait, ce regard-là, quand t'es parent, tu l'as tout le temps, là. Peu importe ce que tu fais. Tu es trop protectrice, tu vas avoir quelqu'un pour te juger. Tout le monde a quelque chose à dire sur tout. Oui, c'est ça, tu laisses aller, mais c'est ça. Moi, je suis en général vue comme assez... un peu trop relax. Mais en même temps, si tu respectes tes propres limites, puis que t'es bien là-dedans, puis que ça s'allie avec ce que tu veux leur enseigner, c'est ça. Après ça... Mais il faut être prêt à vivre, tu sais. S'il se casse une jambe, je l'accepte. C'est des risques. C'est ça. Il faut avoir confiance. Moi, je fais confiance. Mais c'est ça, parce que, tu sais, je m'étais mis une note aussi par rapport au fait que quand tu voyageais solo, avant d'avoir des enfants, ton côté aventureuse a tout le temps été là, tu sais, de flirter un peu avec le risque, le danger. Tu disais que ça te sentait vivante. Puis tu fais part aussi de l'intuition de voyageur. Parce que là, on parlait d'instinct maternel, mais... Puis je comprenais tellement en te lisant là-dessus où, tu sais, des fois, tu te fais proposer des affaires parce que là, quand la machine est partie, quand je parle que l'histoire a voyagé à travers le monde, c'est parce que quand ça a fait une petite traînée de poudre, là. Tu as fait des entrevues un peu partout dans le monde, un peu, tu sais, on vous a invité aussi à certains moments parce que ça venait rejoindre le cœur des gens. Les gens voulaient vous permettre de voir certaines choses. Mais... Puis parce que ça me fait penser à un des villages où vous êtes allés. Je pense que c'est au Népal. À Gormou, oui. Oui, où c'est comme un sympathique Français qui est là-bas. On pourrait le décrire comme un joyeux grand-papa, là, tu sais, qui vous écrit puis qui vous invite à aller là. Puis vous y allez sans avoir peu d'informations, mais c'est comme si ton intuition était comme, non, mais ça va aller. Oui. Mais parle-moi donc de ça, ce sentiment-là de, ben non, c'est correct, on sait pas trop ce qu'on s'en va, mais je sens que c'est... Ça, mais tu sais, là, c'est des moments où mon esprit rationnel, je le déplugue. Ouais. Parce que rationnellement, tu sais, d'amener tes 4 enfants dans le fin fond du Népal, d'un village qui n'existe même pas sur une carte parce que tu as répondu à quelqu'un sur un réseau social. Il n'existe pas sur une carte? OK. Non, on le trouvait pas sur la carte. Puis il dit, tu prends tel autobus, tu déprends, puis je vais t'attendre là. Puis là, on était comme, OK. Puis là, tu te rends compte dans l'autobus que... Hey, t'es creux, tu sais. Puis là, au Népal, c'est les autobus branlants sur le bord des routes, là. Puis tu sais, c'est juste se rendre, tu te dis, je vais-tu me rendre? Oui, c'est ça. Puis là, qu'est-ce qui m'attend? T'as aucune idée. Mais là, tu te dis, mais s'il n'est pas là, je suis dans le fin fond de nowhere, je sais même pas comment retourner. Tu sais. Mais, tu sais, il n'y avait pas d'alarme. Fait écoute, moi, c'est mon expérience, tu sais. Oui. Je veux dire, cette alarme-là, je le sais. À chaque fois qu'elle a été là, je le savais qu'il y avait que je pouvais pas truster la personne. Oui. Elle était là quand il y avait une situation. Là. Puis quand je fais confiance, ben pour le moment, ça m'a jamais trahi. Ça m'a jamais mis dans le trou. Fait que je continue de me fier à cet instinct-là. Parce que si tu te fies juste à... Tu sais, si tu te fies juste avec t'avais raison, mais tu serais chez vous. Oui. Tu sais, je veux dire, tu sors pas de chez vous parce que le risque, dès que tu sors de la maison... Il y a un risque. Il y a un risque. Puis après ça, plus tu t'éloignes des grands centres, plus il y a un risque. Il y a tout le temps des risques. Mais c'est là qu'est l'aventure, c'est là qu'est l'inattendu, tu sais. Mais c'est beau, ça, parce que je te sens tellement alignée. Tu sais, je pense qu'on l'a tout, cet outil-là. Tu sais, on l'a tout, cette voie-là. Tu sais, quand tu sens que, il y a un drapeau rouge, OK, non, je sais pas pourquoi, mais non, je m'en vais pas là. Tu sais,
il y a quelque chose que je pense qui est fondamental, qui est universel, mais probablement parce que tu t'es challengé beaucoup aussi, t'aimes l'aventure, il est peut-être encore plus aiguisé. Est-ce que tu sens peut-être qu'avec ce voyage-là, il est encore plus présent? Je sais pas s'il est plus présent ou c'est juste que j'y fais plus confiance. Ouais. Tu sais, je sais pas s'il est plus aiguisé. Mais je pense que pour pouvoir y faire confiance, il faut que tu le mettes au défi. Il faut que tu le testes, ça, prendre des décisions totalement irrationnelles sur le feeling. Jusqu'à temps que ça joue des tours, j'imagine. Ouais, mais en tout cas, pour le moment... Pour le moment, c'est ça. Pour le moment, tu sais, on a eu tellement peu de mésaventures dans ce voyage-là par rapport à comment on a voyagé. Je t'ai préparé un petit quiz parce que là, je me disais, bon, on peut pas traverser à travers tout le voyage, mais fait que c'est juste sortir des petits clins d'œil, là. Donc, le pays le plus déstabilisant. On dirait que j'ai une réponse, ça, parce qu'on... Oui, il y a tellement de niveaux, mais oui, la Mongolie, oui, peut-être. Ben, je dirais inconfortable, pas nécessairement déstabilisant. Inconfortable. Puis le plus surprenant, celui qui t'a fait on n'était même pas sûr d'y aller, mais finalement... le Népal. Ah ouais? Hein? Oui, le Népal. Tu sais, le Népal n'était même pas sur notre itinéraire. Jamais, là, tu sais, j'ai dit, je vais aller au Népal, tu sais... Puis c'est des amis, on voulait faire une longue randonnée, puis il y a des amis qui étaient allés, puis on dit, on a bien aimé le Népal. Oui, le Népal, OK. Ah ouais. Mais tu sais, il y a des pays comme ça où j'avais pas d'image du Népal. J'avais pas, tu sais, je connaissais le nom. Le nom, je savais que le vrai, c'était au Népal et encore, tu sais. Mais, tu sais, la culture, tout ça, c'était... Puis, fait qu'on a fait un peu... Puis très peu de recherches parce que c'était, je pense, 1 mois avant d'y aller qu'on a décidé. On a booké à peu près 1 mois avant d'être là. Fait que je suis arrivée avec aucune attente, vraiment, de dire, on s'en va faire un trek. Fait que j'arrive au Népal, puis je m'en vais faire mon trek. C'était tout ce que je voulais du Népal. Mais tout m'a plu dans ce pays-là. Oh, wow. Les gens, beaucoup. Les gens ont été... il y a, je sais pas, encore là, tu sais, tu vas tout le temps à un pays par rapport aux rencontres que tu as faites. Mais tous les gens que j'ai rencontrés, il y avait vraiment un désir de connexion qui n'était pas... tu sais, il n'y avait pas de « je veux ton argent, je veux te connaître parce que je veux venir vivre dans ton pays » ou « je veux... tu sais, il n'y avait pas cette relation-là de touriste ou, tu sais, que tu vas voir des fois dans d'autres pays ou de méfiance. C'était vraiment un désir. Tu sais, des fois, tu vas soit comme... Les gens veulent moins te voir ou ils veulent te voir, mais de façon intéressée. Mais les Népalais, c'était vraiment un désir de te connaître, d'entrer en contact. Fait que, ça a été... je sais pas, j'ai une belle... Tu sais, des fois, tu développes des préjugés. Mais moi, tu me présentes un Népalais, c'est sûr que c'est une bonne personne. Je sais que c'est pas ça, mais on dirait que... C'est une discrimination positive. Ben, allons-y comme ça, là. Ton transport préféré, parce que vous avez utilisé beaucoup les voies terrestres, mais... le train. On adore le train. Dormir dans un train, on dit que c'est pas... c'est tellement triste qu'on n'a pas de train ici. Pas là-dessus. Moi, là, je comprends pas. Je comprends pas. Mais ça, je suis totalement d'accord. À temps égal, là, même si c'est le même temps, puis même si c'est moins long en avion, je vais prendre le train. Tu sais, parce que l'avion, tu sais, souvent, tu vas te lever tôt, mais un train de nuit, là, t'arrives, tu rentres dans le train le soir, tu te couches, le matin, tu te réveilles, t'es de la destination, c'est magnifique. Tu dors bien, t'es couché. Ah non, c'est... Bien, ça, c'est ça. Je veux pas qu'on s'éternise là-dessus parce que je trouve que tu le décris vraiment bien dans le livre, mais vous avez quand même vous avez pris le Tanzara. Vous l'avez pas pris au point de départ que vous étiez supposé. Puis ça, tous les détails sont dans le livre, mais quand même 26 heures. Et ça, les enfants voulaient plus sortir, là. Ça a été le 26 heures de train, récolter des bananes par les fenêtres. Il y a ça a vraiment été une petite idylle là, ferroviaire, si on peut dire ça comme ça. On a vraiment aimé ça. Ce train-là. Puis c'est surtout que tu peux... c'est un train qui est lent, fait que tu peux vraiment voir le paysage défiler. C'était... je sais pas. Puis il y a pas vraiment de touristes sur le Tanzara. On était pas mal les seuls. Fait que même dans le train, il y avait quand même un contact avec les gens. C'était super. Wow. C'était vraiment un beau trip. Puis ça, c'était un gros gamble. Tu sais, le Tanzara, quand on cherchait de l'information sur les blogs puis tout ça, c'était pas toujours... ça disait, tu sais quand tu pars, tu sais pas quand tu arrives. Puis ça avait l'air de quelque chose de bien intense.
Puis finalement, c'était super. Bien, il faut juste être capable de l'attraper au bon endroit. C'est ça. Puis c'est sûr que les conditions sont quand même très de base. Là, oui, c'est une toilette turque dans un train. C'est pas super facile. Ça veut dire quoi, une toilette turque, mettons, pour quelqu'un qui n'est pas capable de l'imaginer? C'est une toilette qui n'a pas de siège. C'est un trou. Donc, tu dois t'accroupir. OK. Fait que, il y a plein de sortes de toilettes turques. Là, mais le concept, c'est que tu n'as pas de siège. Tu dois t'accroupir. OK, parfait. Bon, c'est un apprentissage en bougeant, parce qu'on se rappelle que le train majoritairement roule pas mal tout le temps. Oui, puis là, c'est d'amener tes enfants aussi, parce que Laurent, il avait quand même 5 ans. Là, oui. Fait que là, en temps normal, 5 ans, les toilettes, des fois, ça peut être un défi. Des fois, ça nécessite un accompagnement. Fait que, OK, j'imagine que... je vois l'image, le beau défi. Le meilleur aliment que tu as découvert? Écoute, il y a les momos au Népal, qui est comme des dumplings. Puis c'est super simple, c'est pas particulièrement, mais je sais pas, c'est parce que je m'attendais à ce que ça soit pas bon, mais ça, les momos, j'en aurais mangé matin, midi, soir. Ah oui? C'est juste un truc réconfortant. Puis t'as mangé ça au Népal? Oui, au Népal, c'était les momos. Il y a un fruit aussi. Mon Dieu, comment ça s'appelle? Bon, j'ai un blanc de mémoire. Est-ce que c'était en Indonésie? Non, ça, c'était en Colombie, puis en Équateur. Une espèce de gros fruit. J'ai oublié. En tout cas, c'est doux, là, c'est laiteux, tu sais, puis qu'on ne retrouve pas ici parce que c'est un dur... Au moins, en tout cas, c'est bien dur à avoir, là, mais c'est soursop en anglais, puis en français. C'est bon. Mais en tout cas, il faut aller en Amérique du Sud pour le découvrir. L'animal le plus saisissant, parce que vous en avez vu quand même beaucoup des animaux. Oui. Saisissant. Il y en a plein. Tous les animaux sont... Tu sais, observer des animaux, c'est tellement... C'est fascinant C'est fascinant, ouais. Oui. Mais le koudou, je pense que c'est une sorte d'antilope. OK. Que... Je sais pas, elle a une espèce de port de tête bien spéciale. Elle a une espèce de bande blanche autour des yeux. Puis, je sais pas, il y avait comme... Je sentais une connexion avec ces antilopes. Puis des antilopes, il y en a toutes sortes, là, mais je sais pas, le koudou, particulièrement... J'ai bien aimé les koudous. Ah, wow! OK, le dernier, après, on parle d'humain, parce que les connexions humaines ont été très présentes, mais... Puis là, elle est dure. Je suis pas fine. Le plus beau coucher de soleil. Oh boy! Oh, ça, c'est dur. Bien, un des plus beaux parce que, mon Dieu... Écoute, il y en a... C'est pas facile. Tellement eu des beaux couchers de soleil. Sur la mer, pas mal tout le temps. Ouais, Je te dirais, au Cambodge, on a passé, on a pris une pause pendant le temps des fêtes, puis on a des amis qui sont venus nous rejoindre. C'est drôle de prendre une pause de voyage, mais en voyage, tu as vraiment besoin d'une pause de... Tu restes à un endroit, puis on était sur les îles au Cambodge, puis l'hôtel était sur la plage, mais plein coucher de soleil, là, face à l'ouest, fait que tous les soirs... Puis en fait, les gens venaient s'asseoir sur la plage pour regarder le coucher de soleil. Oh. Puis après, il y a des gens qui applaudissaient une fois que le soleil était couché. Là. C'était vraiment comme un petit rituel d'aller regarder le coucher de soleil. Puis à chaque soir, il était différent. C'est puissant, hein, la tombée du jour. Peu importe. Moi, c'est mon heure préférée. Ouais. Les couchers de soleil, la lumière. Partout où t'es, un site est toujours plus beau au coucher de soleil. Mm-hmm. Lever de soleil aussi, mais... des fois, il est saisissant un peu là, quand il arrive. Oui, c'est ça. Je suis moins lever de soleil. Je le vois pas souvent. On n'est pas une famille très matinale. Mais les couchers de soleil, là, les sites... Dans les pyramides en Égypte, là, quand le soleil est couchant, les couleurs, les ombres, c'est extraordinaire. Tout devient orangé. Wow. Un des plus beaux, là aussi, c'est notre première nuit de voyage. On est arrivé dans la capitale, la Namibie, mais on est allé dans un petit endroit, c'est comme un cap de roche dans le milieu du désert. Puis là, quand le soleil se couche, tout devient rouge, mais vif. Fait que c'est des rochers partout autour de toi, mais c'est une espèce de rouge pétant, là. Oh, wow! C'est comme si les roches s'enflamment partout autour de nous. Fait que ça a été
ces couchers de soleil-là étaient assez ça part fort. Oui, oui, ça partait. C'était... Wow! Oui, c'était un endroit. Puis il y a eu quelque chose de magique aussi, là, où on est arrivé, où il faisait chaud. Puis la Namibie, c'est beaucoup comme ça. Le jour, dans le désert, il fait super chaud. Mais dès que le soleil se couche, tu sais, comme la chaleur, elle disparaît. Fait que là, tu deviens super bien. Fait que tu passes d'un endroit où tu dis, mais je vais pas survivre dans cet endroit-là. Là, tu te sens comme dans un four. Ouais. Puis là, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Puis là, le soleil commence à se coucher. Puis là, la magie opère. Là. Fait que, c'était un petit endroit magique. C'est le début de notre voyage. OK. Fait que ça a été dans les premières notes, là. Ouais. Dans l'introduction de tout ça. Oui, puis c'est vraiment le moment où on a fait, OK, là, ça commence. Parce que les premiers jours, c'était comme, il fallait organiser tout le camping, la location de voiture, puis on était en ville, fait que, avec le décalage horaire. Mais là, ça a vraiment fait, là, OK. Vous êtes posé pour la première fois avec ce décor-là, là, finalement. Oui. On a parlé, bien évidemment, beaucoup d'humains. Puis ça, je trouve que c'est un aspect qui ressort beaucoup dans le livre, mais on le sent, là, tu sais, ce désir-là de connexion. J'ai sorti des citations. L'étincelle qui mène à une rencontre nous prend toujours par surprise. Moi, ça, je trouve ça tellement beau. Et aussi, subtil et momentané, long ou intense, ces contacts nous touchent toujours au cœur. Vous avez quand même créé plusieurs amitiés. Tu sais, il y a des liens très solides qui se sont créés tout au long du voyage. Comment ces rencontres-là ont enrichi toute cette aventure-là? Je pense que c'est le cœur même de l'aventure. C'est drôle parce que quand on planifiait le voyage, c'était zéro sur notre radar. T'sais. On s'en allait pas rencontrer des gens. Ouais. Nous autres, on s'en allait remplir la mémoire visuelle. Fait que quand on choisissait des endroits, c'était les plus beaux endroits. Puis, visuellement, il y a une réflexion visuelle. Oui. Mais les rencontres sont... C'est ce qui fait que... Tu sais, quand on se rappelle des moments forts du voyage, c'est presque toujours lié à des rencontres. Oui, tu sais, les beaux moments, on s'en rappelle, mais comme des cartes postales, il n'y a pas l'émotion que tu vas... Tu sais, comme à Gormou, c'était magnifique, Gormou, là, c'était beau, mais c'était pas particulièrement spectaculaire. Oui. Ben, ça l'était, mais pas comparé à tout ce qu'on avait vu. Mais ce qu'on a vécu avec ces gens-là fait que c'est un des moments préférés du voyage. Gormou, c'est ce qui... C'est le petit village au Népal, oui, qu'on a été visiter. Oui. On s'est fiers de notre instinct. Fait que, tu sais, de rencontrer beaucoup avec les enfants aussi. Oui, bien c'est ça que tu parles beaucoup, ils connectent tellement facilement que ça a été une courroie, en fait, il y a plusieurs frontières qui sont tombées. Puis qui vous a permis de rencontrer les parents, parfois des enfants, mais juste le contact humain est encore plus facile. Oui. Tu l'as constaté, ça? C'est clair. Puis c'est la beauté de voyager avec des enfants. Tu sais, souvent, quand je dis « Ah, mais je voyage avec 4 enfants », les gens, tu sais, ils voient le défi de la logistique de voyager avec des enfants, mais c'est tellement plus facile de voyager avec des enfants en termes de contact, parce que les enfants, justement... ils vont jouer ensemble. Tu mets un ballon entre 2 enfants, peu importe où dans le monde, tu mets un ballon à terre, c'est sûr qu'ils vont commencer à jouer. Puis ce contact-là fait que tu n'es pas vu de la même façon, j'ai l'impression, par les gens. Puis tu sais, je pense que ça serait vrai aussi. Tu sais, si tu vas dans le Vieux-Port puis tu vois des touristes avec leur groupe, avec leur appareil photo, tu sais, c'est des touristes, tu sais. Mais si tu as un enfant qui vient jouer avec ton enfant dans un parc, tu sais, peu importe d'où il vient, bien, le contact va se faire, tu sais. Mais c'est partout. C'est comme ça quand tu voyages. Je pense que le fait d'être parent, ça nous ramène à des choses comment on se ressemble en tant qu'être humain. Tu sais, des fois, quand t'es un touriste, ben, tu sais, les différences sont très visibles. Tu sais, le niveau de vie, tu sais, ça peut être la couleur de peau, la langue. Tu vois juste... Fait que le contact, des fois, est plus difficile parce que nos différences sont trop apparentes. Mais quand t'es parent puis tu vois une mère, genre,
être exaspéré par son garçon, tu sais. Mais ça, ce regard-là, les yeux au ciel, là, parce que ton enfant fait des niaiseries, il est universel, tu sais. Je veux dire, peu importe, dans tous les pays, il y avait tout le temps des parents qui étaient exaspérés par leurs enfants. Mais c'est drôle quand tu t'accroches, et vice-versa, tu sais. Je veux dire, moi, j'ai été exaspérée par mes enfants partout dans le monde. Mais... Tu sais, ce regard-là de parents, quand tu regardes, puis c'est comme tu te comprends, tu parles pas la même langue, puis peu importe ça, cette exaspération-là, le défi d'avoir des enfants, il est universel. Puis c'est beau, dans ce regard-là, on se comprend. Puis c'est rare, tu sais, comme quand tu voyages, tu sais, quand j'ai voyagé avant, ce moment de connexion-là sans parole est plus rare. Fait que là, c'était comme une clé qui te permettait d'entrer en contact avec les gens. Je trouvais ça fun. Puis ça fait, tu sais, juste en termes de sujet de conversation, tu sais. Oui. Ça met la table. Ça permet d'ouvrir le dialogue, finalement, parce qu'il y a un point commun. Puis, tu sais, tu parles aussi tu réalises que peu importe les parents partout dans le monde, vous avez tous les mêmes préoccupations, souvent. Ouais. Le désir est le même. Peu importe la frontière, le pays, la langue, il y a quelque chose d'universel encore là. Oui, d'assurer le bien-être de tes enfants, leur futur. Tu penses à leur futur. Puis peu importe d'où tu pars, ou les difficultés que tu vas avoir, mais le désir, il est pareil. Tu veux le meilleur pour ton enfant, puis tu es inquiet de est-ce qu'il va avoir des mauvaises influences, est-ce que tu es capable de lui transmettre les bonnes valeurs, puis lui assurer un confort pour le futur? Puis ça m'a fait bien rire parce que tu parlais du regard tantôt. Tu l'as vécu quand même avec certaines femmes. Tu as vécu des moments de solidarité féminine ailleurs dans le monde. Entre autres, puis des fois, plus que... Il y en a une qui venait te défendre parce que l'autre essayait de négocier à la hausse, puis elle était comme, non, ça marche pas, t'es en train de te faire avoir. Ou encore, un père qui communique avec Sébastien, puis comme, c'est toi qui as fait ça, mais... Puis je veux que tu me racontes cette anecdote-là, parce que moi, j'ai ri, là, j'ai arrêté le livre, j'étais là, mon Dieu, que c'est drôle! Puis là, la madame qui est comme, oui, il faut être fort pour avoir 4 enfants. Puis là, les 2 mamans, t'as eu une collection avec la dame à ce moment-là. Raconte-moi ça. Mais c'est drôle, parce que ça a été très spécifique au marché en Afrique, et particulièrement en Zambie. OK. Puis, en Tanzanie aussi. Puis, quand tu te promènes dans les marchés, avec 4 enfants. Tu sais, déjà, d'avoir 4 enfants, c'est drôle parce que souvent, ce que je me faisais dire, ils ne comprenaient pas que j'ai 4 enfants. Puis je dis, mais pourquoi? Ça veut dire quoi? Puis en discutant, ils ont dit, non, mais les Blancs, ils ont 1 enfant ou 2 enfants. Tu sais, pour eux, parce qu'ils ne voient pas souvent, tu sais, dans leur tête, l'image qu'ils ont ou le préjugé qu'ils ont, c'est qu'une personne blanche, elle n'a pas 4 enfants, elle a 1 ou 2 enfants. Fait que déjà, d'en avoir 4, c'était... Ça les déstabilisait. Là. Exactement, tu sais. Puis là, en plus de voyager avec des enfants, ce qui est encore plus rare. Fait que pour eux, c'était drôle. Il y avait tout un commentaire. Puis en plus, ils aiment les enfants. Fait qu'ils ont envie de les prendre, les toucher. Le nombre de fois où Laurent, là, il se faisait tout le temps kidnapper, là, comme trop petit. Tu sais, les femmes arrivaient, puis ils le prenaient. « Oh, t'es donc bien beau! » Puis là, ils l'amenaient, tu sais, ils le montraient aux autres femmes. Mais tu sais, ils te demandaient pas, ils partaient avec. Puis Laurent qui fait... Maman! Mais souvent, tu sais, fait que les femmes, étaient plus les enfants, puis les hommes, tu sais, souvent, ils regardaient ça. Puis, tu sais, plus qu'une fois, là, tu sais, comme ils montrent le bras, là, puis t'es fort, tu sais, genre, t'es viril, t'as eu 4 enfants. Puis, tu sais, la réplique macho par excellence. Hey, t'es fort, t'as eu 4 enfants. Hey, excusez, pardon. C'est au niveau physique, là, sa contribution... Peux-tu la comparer? On peut-tu la comparer? Mais oui, c'est ça. Mais je me rappelle, comme une fois en particulier où le gars... Puis là, t'as la femme, tu sais, elle le regarde, puis là, elle me regarde, puis... Tu sais, elle lève les yeux au ciel dans le sens d'un oui, tu sais, comme ben fort. Tu sais, c'était comme... C'est comme, on se comprend de femme, mais en même temps, au-delà du fait qu'on se comprend de ce qu'il dit, c'est niaiseux, mais en plus, c'est comme, on rassure notre homme. Oui, t'es fort, mon chéri. Fait que ça, c'était comme la cerise sur le sundae. C'est pas juste, tu sais, on se comprend de dire ça n'a pas d'allure, mais c'est correct, ça vaut même pas la peine. Non, c'est ça. On se lance même pas dans ce débat-là. Si ça peut te rassurer. Pauvre toi. Ça m'a fait rire. J'avais le goût que tu la racontes parce que je me disais, ça n'a pas de bon sens.
Là, je veux qu'on passe à une portion plus aux apprentissages parce qu'il y a tellement de choses qui ressortent de ça. D'abord, ben, tu as constaté quand même que les enfants, l'ouverture, tu sais, tu sembles vraiment être une femme qui a beaucoup d'ouverture d'esprit, mais ça a comme été une façon aussi de le transmettre aux enfants. Puis, tu dis, tu sais, les enfants communiquent beaucoup par le jeu. Le jeu est un langage universel, puis après ça, tu écris qu'il y a comme une pointe de nostalgie par rapport au fait que, tu sais, t'as peur qu'ils perdent ce moyen de communication-là. Parce qu'effectivement, on dirait que quand on devient adulte, on oublie de jouer. Ouais. Puis c'est tellement une façon de communiquer qui est extraordinaire, mais ça faisait quand même partie d'un constat, d'une préoccupation qui est ressortie, là. Bien, en fait, c'est plus qu'une préoccupation parce qu'ils vont le perdre. Ouais. Tu sais, je dis, tu mets un ballon entre deux adultes, c'est pas gagné qu'ils vont commencer à jouer tout de suite. Ouais. Tu sais, c'est pas aussi facile que des enfants. Puis cette espèce de jeu-là dans l'imaginaire, je me rappelle, Léo, en Mongolie, là, il y avait un petit garçon, il a passé 3 jours. Là, il parlait absolument... Tu sais, il n'y avait aucune langue commune. Là, tu sais, là, il parlait 0 anglais puis 0 français. Là. Puis mon gars parle absolument aucun mot de mongol. Fait que... Puis ils ont passé 3 jours, là. Ils riaient ensemble, puis ils jouaient aux chevaliers. Là. Ils étaient des chevaliers, puis ils combattaient. Je sais même pas s'ils combattaient la même affaire, mais ils se comprenaient, ces deux-là. C'était tellement beau à voir. Puis le petit garçon, il était tellement triste. Puis Léo, il était... Tu sais, quand ils se sont quittés, c'était triste. Mais c'était beau en même temps de dire, mais vous vous êtes pas parlé. Tu sais, vous avez échangé aucune parole. Fait que c'est vraiment, tu sais, comme quand tu dis que les cœurs se parlent, tu sais, c'est une image que tu entends, tu sais, que tu trouves donc ça beau, là, mais là, c'était comme un exemple concret, là. Fait que ça m'avait, tu sais, ça m'avait marqué. Puis, tu sais, quand on vieillit, cette communication-là est tellement... Il y a tellement d'autres moyens de communication, puis tellement d'autres règles, puis d'autres connaissances qui viennent tout embrouiller ça que... C'est dur de retrouver cette connexion-là. Ça arrive, mais il faut passer beaucoup de barrières. Ouais. Tu sais. C'est l'heure d'une autre citation. Je vais faire des T-shirts. Je vais faire des T-shirts. Il y en a en tabarouette des bonnes citations. Ça, c'est un autre apprentissage sur lequel... je veux qu'on revienne parce que tu adores les ciels étoilés. C'est quelque chose qui te touche beaucoup. Et tu parles de ça dans cet extrait-là. L'émotion qui m'a submergée face à tant de beauté est difficile à décrire. J'étais à la fois infiniment triste et infiniment heureuse. Triste parce que c'est exactement ce que mes enfants vont perdre en premier. Les horizons larges. Lorsque leur champ de vision commencera à se rétrécir, ils ne pourront voir que de petites parties du paysage. Et à travers ça aussi, il y a le fait que Mia, Colin et Laurent n'ont jamais vu les étoiles. Et pour toi, ça, c'est quelque chose qui... Ben, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a quelque chose de tellement grandiose et de beau, mais tu as vécu cette dualité-là qui doit être encore présente, là, mais j'ai l'impression que ce voyage-là t'a amené à faire face à ce constat-là. Qu'est-ce qui ressort avec le recul de ça? Mais tu sais, c'est des moments... Tu sais, il y a des moments vraiment où la beauté, elle vient te chercher. Oui. Moi, là, je ne sais pas tout le monde. Mais tu sais, moi, la beauté, il n'y a pas d'explication. C'est pas... Tu sais, il y a quelque chose qui vient te chercher. Tu connectes avec ce que tu vois. Puis les étoiles ont tendance à faire ça. Tu sais, un ciel étoilé comme ça où tu vois, mais... Tu sais, la Voie lactée, puis tu sens les distances, les proportions, tu réalises comment... Tu sais, il y a tellement de choses que tu réalises sans que ça soit... tu sais, comme... Ça passe pas par la tête, là, mais on dirait que tu le ressens. Oui. Puis... En même temps, tu sais, c'est tellement beau puis précieux, puis à chaque fois, tu sais, c'est de dire, OK, mais mes enfants, ça, ils peuvent pas, ils n'ont pas accès. Puis tu sais, ça, c'est mon premier deuil de dire, quand j'ai réalisé qu'ils ne pouvaient pas avoir les étoiles, puis qu'ils les verraient jamais, tu sais, c'est définitif, qu'ils n'auraient pas accès. Tu
ça a été la première, tu sais. Puis c'était longtemps après avoir eu le diagnostic, mais là, on dirait que c'est la première fois où je voyais vraiment quelque chose que, OK, ils n'ont plus accès. On doit dire adieu. Tu sais, c'était vraiment un deuil. Fait qu'à chaque fois que je suis devant des ciels comme ça, ben l'émotion, elle revient, tu sais. Fait que t'es dans le... T'apprécies le moment, mais il y a une petite pointe de tristesse qui vient... Puis même si l'acceptation est là, il y a quand même... As-tu l'impression que ça va toujours faire partie de toi, là? Oui, puis aussi, c'est ce qui est super difficile avec la rétinite pigmentaire, c'est que c'est une série de deuils. Ouais. Parce que là, il ne voit plus les étoiles. Mais après ça, ça va être la lune. Après ça, ça va être les grands. Tu sais, il va toujours avoir des deuils à faire. Tu sais, je peux conduire, je peux plus conduire, je peux... Tu sais. Fait que c'est un processus. Ce deuil-là que j'ai vécu, je sais qu'on va le revivre, puis que mes enfants vont le revivre, tu sais, peut-être en moins grand ou en plus difficile, mais en boucle, tu sais. Fait que c'est pas... Tu sais, je pense que quand, mettons, tu perds la vue tout d'un coup, tu as un immense deuil, c'est très difficile d'un coup, mais après, tu acceptes une situation qui va rester à peu près pareille, tu sais. Oui. Mais avec la rétinite pigmentaire, c'est ça qui est difficile, c'est que t'es constamment à faire des deuils, puis ta situation, elle change tout le temps. Fait que tu peux jamais t'adapter puis te dire, OK, bon, mais là... je vais m'adapter à ça, tu sais. Ouais. Ben là, en attendant, je vais m'adapter à ça. Fait que c'est pour ça que je veux autant développer la résilience, parce que c'est ça qu'ils vont avoir de besoin. Tu sais, c'est pas juste d'accepter leur situation, c'est d'être capable de tomber puis de se relever. Puis de tomber puis de se relever, parce que c'est ça qu'ils vont avoir à faire toute leur vie, tu sais. Puis tout le monde fait ça aussi, là, tu sais. Moi, je vois, c'est plus que... j'ai la chance peut-être, mais de voir qu'ils ont vraiment des défis. Oui. Mais tous les êtres humains ont ça, tu sais, des défis où ils doivent les affronter puis apprendre à se relever. Oui, là. Oui, mais en même temps, il y a comme... T'as totalement raison, mais il y a une espèce de... C'est parce qu'il n'y a plus d'ignorance. Il y a comme un compte à rebours, là. On le sait, c'est pas comme « Ah, ça arrive, OK, je dois user de résilience pour affronter ça. » Là, c'est qu'on... Il y a un présage, tu sais. Oui, tu le sais, mais ça fait que je peux mieux préparer mes enfants. Oui. Fait qu'à quelque part... tu sais, mais en préparant mes enfants, mais on dirait que je réalise, mais tous les enfants devraient apprendre à être résilients, tu sais. Parce qu'il y a une grosse tendance à protéger tes enfants. Tu veux pas qu'il y ait de la peine, tu veux pas qu'il y ait d'épreuves, tu veux que tout soit beau pour eux autres. Mais ça les... Tu sais, puis ça revient à les protéger. Tu sais, autant physiquement, il faut découvrir les limites. Bien, c'est la même chose. La résilience, il faut que tu te sois pété la gueule une couple de fois pour savoir que tu es capable de te relever puis avoir confiance que tu vas pas rester la face à terre. Si tu n'as jamais eu à te relever, si tu t'es jamais enfargé, bien, la première fois que tu te plantes, bien, ça se peut que tu restes longtemps le nez dans la poussière. Oui, puis les raflures risquent d'être plus intenses. C'est ça. Fait que moi, ça m'a mis cette urgence-là. Fait que je l'ai fait de façon délibérée et consciente. Puis c'est pas pour rien que je les mets dans des... Bien, pas que je les mets dans des situations difficiles, mais je les sors de leur zone de confort pour, justement, qu'ils voient qu'ils sont capables de passer au travers. C'est beau, là. Pas de bon sens. Je suis vraiment contente qu'on ait cette discussion-là, Édith. Vraiment. Puis là, je t'amène encore plus profondément. Non, peut-être pas profondément, mais il y a un apprentissage que vous avez fait avec on dit les balinais. Les balinais. Et tu parles... Je suis comme balinais, balinois, je suis un peu mêlée. Que vous avez fait à Bali, disons-le comme ça. Où on parle de préserver l'équilibre. Et je pense que ça, c'est un outil aussi qui peut bien se lier avec la résilience en voyant les choses de manière positive. Puis tu parles de créer des images, de créer des ponts, des connexions dans le cerveau par rapport aux images, aux ressentis positifs et négatifs. Bon, là, je le résume, mais j'aimerais que tu nous expliques ce que tu as appris puis ce qui a été transmis, en fait, par cet apprentissage-là. Bien, à Bali, tu sais, ceux qui sont déjà à Bali, il y a des offrandes partout, tu sais, des fleurs, là, on en voit partout. Puis, ce qu'on m'a expliqué, c'est que
on fait des offrandes pour préserver l'équilibre parce qu'on veut donner de l'importance au positif. Fait que dans ta vie, ce qui est positif, tu y donnes de l'importance. Donc, ta famille, tes ancêtres, la maison, la nourriture. Fait que tu prends un petit moment puis tu fais une offrande pour dire, bien, c'est positif. Puis pourquoi ils font ça? C'est que le négatif prend toute la place dans nos vies facilement. Puis quand je me suis mis à réfléchir à ça, je me suis dit, mais tu sais, c'est vrai, le négatif prend toute la place. Tu sais, dans les médias, on entend juste le négatif. Quand tu parles à tes amis, souvent, tu vas rencontrer beaucoup tes problèmes. Tu vas... Tu sais, même dans tes pensées, souvent, c'est ce qui n'a pas bien été. Oui. Tu sais, après avoir fait quelque chose, tu penses toujours à ce qui a mal été, bien plus que... Les bons coups. Les bons coups, tu sais, Puis, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'est vraiment comme un réflexe de survie de toutes les émotions négatives. On a besoin de les voir, c'est comme des signaux d'alerte. Donc, l'émotion est plus... le négatif suscite une réaction émotionnelle plus forte. Mais pour contrer ça, bien, il faut... notre cerveau, il reprend tout le temps les chemins qu'il connaît. T'sais. Fait que si on est tout le temps juste dans le négatif, bien, plus facilement, quand tu vis une situation, c'est le négatif qui va venir. Fait que pour contrer ça, il faut que tu crées des chemins positifs. Fait que faut que tu donnes de l'importance au positif de façon délibérée et consciente pour que la fois d'après, ça soit juste plus facile ou que ça devienne un réflexe. Fait que ce que je faisais avec les enfants en voyage, c'était de leur dire, bien, OK, on est dans une... Tu sais, quand il y avait des situations de marde... Il y en avait beaucoup, des situations inconfortables. Tu sais, un trajet d'autobus où il fait chaud, t'es tanné, t'es pas bien. Bien, tu sais, il avait le droit de chialer, il avait le droit de dire qu'il était pas bien, mais à chaque fois, je leur disais, OK, mais trouve 3 choses positives dans la situation actuelle. Fait que, ben, tu sais, ça pouvait être, OK, on n'a pas les 2 pieds dans la neige à la maison. Tu sais, on est en voyage puis on préfère les devoirs de maths. Puis, ou, tu sais, juste de regarder le paysage par la fenêtre. Tu sais, c'était de trouver 3 choses pour que, après ça, quand tu es dans une situation difficile, bien, ce réflexe-là, c'est comme si le chemin, il est tracé, il est plus facilement accessible que de juste spinner sur qu'est-ce qui va pas bien, parce que, tu sais, on s'entend que ça rempire la situation, autant pour toi que pour les autres. Tu sais, en famille, c'était précieux aussi, là, parce que pas juste pour toi dans ta tête, mais, tu sais, quand tout le monde fait juste chialer puis dire qu'est-ce qui va pas bien, bien, il y a tout le temps quelqu'un qui trouve quelque chose qui va pas bien, mais à un moment donné, ça rempire la situation pour tout le monde. Oui, puis ça affecte l'énergie du groupe. Exactement. Parce que là, justement, c'est autant qu'une énergie contagieuse. Puis ça, il y a plusieurs anecdotes dans le livre qui racontent que ça allait moins bien, mais là, pouf, là, l'énergie change, puis toute l'énergie du groupe change. À l'inverse, si on tend vers le négatif, ça mène à ça aussi. Ouais. Mais c'est tellement beau parce que au-delà de l'enseigner aux enfants ou au-delà de toi-même le mettre en pratique, je pense que on a beaucoup à apprendre des balinets sur notre façon d'être pleinement conscient aussi puis d'être dans la gratitude le plus possible, de cultiver ça, finalement. Oui, cultiver la gratitude. Tu sais, c'est très galvaudé comme cultiver la gratitude, mais il y a quelque chose de très vrai là-dedans où c'est juste de dire... C'est pas d'avoir de la gratitude pour tout, c'est Oui. Tu peux être conscient, ça peut être une situation où tu es confortable, puis le négatif, il est là. Tu peux pas le nier, mais il faut continuer de voir... Le positif, il disparaît pas parce qu'il y a du négatif dans ta vie. Puis souvent, on le voit plus, le positif. On le voit plus, ce qui est beau dans notre vie. Mais si tu continues de mettre ton regard dessus, bien, il reste plus présent à ton esprit. Puis il vient balancer, exactement. Retrouver l'équilibre. Comme, je te surprends pas, il faut juste que je trouve la page. OK. Parce que là, je t'amène à notre dernier bloc parce que je veux qu'on revienne sur le retour, parce que veux pas, c'est ça. Et ça, je trouve que ça nous amène au bon endroit. Apprendre à quitter fait cependant partie des apprentissages du voyage. Il faut être reconnaissant de ce qui a été sans s'y accrocher, accueillir la tristesse et accepter qu'elle soit là parce qu'on a eu la chance de vivre du beau. Puis là, mon Dieu, c'est magnifique. C'est de la musique à mes oreilles. Puis en même temps, c'est très chargé parce que j'aimerais que tu me parles un peu du retour, tu sais, de ce...
Parce qu'il y a comme une bulle qui s'est créée, c'est 15 mois, tout le temps ensemble, autant que c'est intense, c'est galvanisant, on vit plein d'affaires, autant que là, il y a quelque chose qui... Il y a une transformation qui se passe là, quand tu es revenu. Surtout pour toi, tu semblais dire que, c'est difficile. Les enfants, moins, mais les enfants sont... Parce qu'ils sont à l'école, parce qu'il y a les amis, puis tu sais, leur quotidien change beaucoup. Fait que, tu sais, on posait souvent la question aux enfants, puis Léo, je me rappelle qu'il a dit, mais tu sais, c'est comme d'être dans un autre pays. Tu sais, on est retourné chez nous, mais ça faisait tellement longtemps qu'on était partis que c'était comme... Il était encore en exploration, tu sais. Fait qu'eux, ils sont retournés dans leur quotidien vraiment avec quand même facilité. Pour Sébastien puis moi, je pense que ça a été comme plus difficile. Puis le retour, puis tout le monde le dit, c'est tellement dur de se préparer à un retour. Tu le sais que... Puis t'en as vécu beaucoup aussi en tant que voyageuse. Mais ça, là, il y avait... Tu vis tellement densément, en fait, pendant les mois de voyage, en termes d'expérience, en termes de nouveautés. C'est tellement dense comme expérience que quand tu arrives dans ton quotidien, bien, t'as l'impression d'être arrêté, tu sais. Fait qu'il y a une espèce de crash, une espèce de dépression, un blues de retour qui est inévitable, je pense. Faut juste faire attention de ne pas être toujours dans la fuite après ça. Parce que c'est facile de dire, mais je vais repartir parce que j'étais bien en voyage. Puis là, je suis pas bien dans mon quotidien. Mais c'est pas... c'est de retrouver ses repères dans son quotidien aussi. Là, d'être toujours en voyage n'est pas nécessairement une situation idéale non plus, parce que t'es comme, tu bâtis rien. Mais c'est un beau défi. T'sais, on a été chanceux parce qu'on a eu beaucoup de projets quand on est arrivé. C'est sûr qu'il y a eu le documentaire qui a pris du temps, parce qu'ils ont fini le tournage, puis il y a eu le lancement du documentaire, puis il y a eu ce beau projet de livre qui m'a permis, tu sais, à la fois de me donner un projet et tout en me gardant comme les orteils dans le voyage, de réfléchir, de prendre le temps d'analyser les apprentissages, de me remettre dans le voyage, mais avec tout ce que j'ai appris pendant le voyage. Tu sais, parce que ce que j'ai vécu en Namibie, je l'ai vécu au début du voyage, mais j'ai vécu plein de choses. Fait que d'y retourner en analysant avec comment j'avais changé, tu sais, avec qui j'étais à la fin du voyage, bien, je trouvais ça... c'était un bel exercice. Oui. Ouais. Puis surtout, un bel exercice d'essayer de saisir l'essence de ce qu'on a vécu. Parce que le but de ce livre-là, tu sais, oui, c'était de le partager avec tout le monde, mais principalement avec mes enfants. Tu sais, pour moi, c'était un peu de mettre sur papier, de cristalliser ce voyage-là. Fait qu'il a fallu que j'aille chercher l'essence du voyage, tu sais, sans rester dans juste l'anecdote. Tu sais, des anecdotes, il y en a plein, mais je voulais aller chercher plus creux un petit peu. Tu dis justement, tu sais, qu'il a fallu que tu te replonges là-dedans pour... Ça t'a comme permis, j'ai l'impression, de... Bien, peut-être d'accepter que c'était ça, mais de le revisiter autrement. Et c'est intéressant comment tu l'as divisé. Parce que il y a comme... T'as décidé de ne pas l'écrire de manière chronologique, mais d'y aller plus par grands thèmes, puis, qu'est-ce qui t'a amené à l'écrire de cette façon-là, de le revisiter de cette façon-là? Bien, premièrement, tu sais, j'ai écrit beaucoup sur les réseaux sociaux au jour le jour. Fait que, tu sais, déjà, la chronologie était là. Puis, tu sais, 15 mois de voyage, de raconter... Il se passe tellement de choses dans 15 mois de voyage que, chronologiquement, ça aurait été vraiment long. Tu sais, il y a plein de choses que tu n'as pas le choix d'écrire. Bon, on a changé de pays. Tu sais, il y en a tellement, ça, qui aurait été très redondant. Puis je trouvais que ça apportait pas... C'est pas de ça que j'avais envie de parler, de, tu sais, qu'est-ce... Si les gens veulent savoir où on est allé, ils peuvent regarder, mais tu sais, comme les expériences aussi se regroupent. Tu sais, par exemple, j'ai regroupé les déserts ensemble, mais parce que il y a des points en commun. Fait que ce que j'ai vécu dans les différents déserts, je voulais pas répéter à chaque fois. Tu sais, ce que j'ai vécu, j'aimais ça. Tu sais, je voulais parler de l'émotion dans un désert, puis en mettant des anecdotes un peu partout. Fait que c'est pour ça que je l'ai séparé comme ça. Puis ça me permettait aussi d'aller à l'essentiel sans avoir à parler des déplacements, parler des choses qui sont... tu
qui raconte le voyage, mais qui apporte rien à ce qu'on a vécu, tu sais. Puis c'est beau parce qu'il est riche, il est tellement bien écrit. Il a été... On sent que tu as mis beaucoup d'amour. Puis tu dis que... Moi, tu le dis, là. Moi, tu pensais jamais écrire mon Dieu, non. un livre un jour. Puis ça, je trouve que ça fait partie encore de ta tête de cochon parce que tu es allé au bout, tu as décidé de foncer. Comment tu as trouvé ça, ce défi-là, cette épreuve-là? Ça, c'était vraiment... Tu sais, c'est drôle. Tu sais, ma mère... allait m'écrire, puis elle toujours dire un jour, je vais écrire un livre. Puis, tu sais, moi, quand elle disait ça, puis je disais, mais quel drôle de... Hey, moi, là, jamais j'aurais envie d'écrire un livre, là, tu sais. Puis là, quand on m'a approché pour écrire un livre, je me suis dit, ben non, moi, je peux pas écrire un livre. Moi, j'aime les fichiers Excel, là. Tu sais, moi, écrire un courriel, c'est une torture, tu sais. Ça donne le ton. Oui. Puis je dis, ben il y a quelqu'un qui va l'écrire, tu sais, ça va être un album photo. Tu sais, ça avait été un album photo, tu sais, j'ai plein de photos. T'en as pris, oui, c'est ça. Tu sais, m'exprimer par la photo, ça va. Puis je dis, je vais reprendre des textes. Elle dit, non, on veut que, tu sais, ça soit du nouveau, une nouvelle perspective. Puis on veut que ça soit tes mots, tu sais. Puis honnêtement, quand j'ai dit, mais je serais pas capable. Tu sais, pour moi, ça, c'était impossible, tu sais. Mais la seule façon... Mais je me dis, si je l'essaye pas, je pourrais pas dire que... Je serais jamais à 100% convaincue que je suis pas capable. Fait que je dis, j'ai pas le choix de l'essayer, juste pour leur prouver que je suis pas capable. Puis quand j'ai commencé l'écriture du livre, j'étais un peu dans ce mindset-là. Je dis, gars, je vais l'essayer, mais je vous garantis rien. Puis, écoute, j'en ai bavé, mais j'ai pris mon rythme. Ça a été comme une relation d'amour-haine avec l'écriture. OK. Parce que j'aime écrire. J'aime avoir écrit, je pense. Le processus, c'est long et pénible. Je suis très perfectionniste dans la façon que j'écris. Fait que c'est long à sortir, je veux, tu sais. Mais en tout cas, le résultat est... Puis il est très imagé, tu sais. Puis tu dis que c'est un leg que tu veux faire à tes enfants. Est-ce que c'est conscient ou inconscient? Ben oui. Ben deux choses. Je pense que je parle comme ça aussi beaucoup, là, tu sais, de mettre des images pour faire comprendre. Tu sais, on dirait que des fois, j'ai de la misère avec, tu sais, de trouver les bons mots, souvent comme c'est trop complexe. Des fois, j'ai l'impression que c'est trop complexe dans ma tête pour le passer avec des mots. Fait que souvent, je passe par des images. Oui. Mais il y avait aussi, tu sais, parce que mes enfants vont perdre la vue, je voulais qu'ils puissent revoir le voyage, tu sais, plus tard, à travers les mots. Tu sais, je voulais que les gens aussi qui ont, tu sais, comme pas accès à la vue puissent vivre le voyage. Tu sais, les gens qui n'ont pas accès à mes photos puissent vivre le voyage à travers les mots. Puis c'est une raison aussi pourquoi est-ce que... Il a été question de faire un livre avec des photos, tu sais, puis j'avais en masse de photos, mais je dis non. Je trouvais que les photos étaient comme dérangeantes. Parce que, tu sais, quand tu as une photo, tu vois l'image, mais tu rentres pas dans l'histoire de la même façon que quand tu es avec les mots. Fait que c'est pour ça que je dis non, il y a une section photo, mais je voulais vraiment que les gens le vivent à travers les mots puis qu'ils se fassent leur propre image. Fait que... Bien, c'est réussi, là. Merci. Puis je l'ai fait en livre audio aussi. Oui. Puis là, le dire pour ça, pour que mes enfants puissent l'écouter. Fait que ça aussi, c'est un autre... ça aussi, c'est une autre affaire que j'ai jamais faite, là, le livre audio, mais ça a été... Ça s'est bien passé? Ah, j'ai vraiment aimé l'expérience, là, de le transmettre. Ouais. Oh, wow. C'est une belle expérience. Il y en aura sûrement pas d'autres, mais... non, mais t'es contente d'être allée jusqu'au bout. Ah, vraiment, vraiment contente. Puis le sentiment que tu ressens d'avoir prouvé même... conquis l'Everest. L'Everest du livre. Mais tu sais, moi, quand je vois les gens là, qui écrivent des livres, tu sais, plein de livres, mais je dis, oh my God, quelle chance d'être capable. J'aimerais ça, écrire plein de livres. Mais ça a été un beau... tu sais, d'avoir la chance de relever un défi, de sortir de... Tu sais, c'est une belle chance de sortir de ta zone de confort, tu sais, de me proposer... Tu sais, jamais, moi, j'aurais passé mes fichiers Excel à écrire un livre volontairement, je pense, là. Mais je crois beaucoup aussi, tu sais, des fois, tu sais, la vie, des fois, elle t'envoie des signes ou elle t'envoie des portes. Elle t'ouvre des portes. Puis j'aime ça les prendre, tu sais. Même si des fois, non, c'est un peu fou, là. Puis là, t'apprends, puis ça t'amène tout le temps à des endroits où, au final, c'est là qu'il fallait que t'ailles. Oui. Il y a une portion d'intuition, je pense, comme d'essayer. Puis en fait, au-delà de ça, je pense qu'il y a une forme d'audace de faire, OK, bien, je l'essaie. Parce que
tu t'es relevé tout le temps. Si ça avait vraiment pas fonctionné, tu aurais fait, ben regarde, ça fonctionne pas, c'est pas pour moi. Mais finalement... Oui. Mais tu sais, puis il y a des gens qui fonctionnent vraiment avec des objectifs. Puis je trouve que notre société est très axée là-dessus. Dans la vie, tu dois avoir des objectifs, puis des sous-objectifs, puis tu dois te rendre là pour produire quelque chose, pour réussir quelque chose. Mais tu sais, quand tu as un objectif, tu peux pas prendre des portes de côté, parce que tu t'en vas là. Fait que toi, tu as choisi une orientation, mais tu te coupes un peu de tous les chemins de traverse que tu pourrais avoir. C'est un peu la même chose en voyage. Si tu dis, je vais aller visiter la Tour Eiffel, puis tu dis, OK, je m'en vais, puis c'est là que je veux visiter, puis tu arrives à la Tour Eiffel, puis tu prends des photos, bien, tu vas être content, tu as vu la Tour Eiffel, puis tu es parti du point A, tu t'es rendu au point B. Mais tu sais, si tu te laisses porter par le voyage, tu vas partir, puis là, tu vas aller te promener dans les rues à Paris, puis tu as peut-être comme objectif de te rendre à la Tour Eiffel, mais tu vas te faire inviter à souper, puis tranquillement. Puis ça, c'est magique, parce que ces moments-là sont pas prévus. Fait qu'ils ont toujours plus de magie que la Tour Eiffel que tu t'attendais à voir, que tu sais. Puis moi, ma vie, c'est comme ça que j'aime la vie, tu sais, de me laisser, de dire, ben OK, mais les portes, ils s'ouvrent. C'est pas grave, l'objectif. Tu peux avoir des objectifs, mais pour moi, il ne faut pas que ce soit un objectif pour réussir quelque chose, mais plus, tu sais, comme une direction, puis d'être prête à prendre toutes les autres directions, parce que, tu sais, pour moi, il y a tellement plus de magie là où tu sais, quand tu arrives à quelque part où tu penses jamais te rendre. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. D'ailleurs, ça m'amène sur le dernier aspect que je voulais aborder avec toi, qui est l'émerveillement. Parce que ça m'a tellement fait vibrer quand j'ai lu ça, là. C'est, tu sais, il y a quelque chose... Bon, une dernière citation. T'es-tu à l'aise avec ça? OK. Alors, elle est où? Attends un peu, je l'ai pas... Je vais être sûre de dire... Ah oui, c'est ça. On n'a pas enseigné aux enfants à s'émerveiller puisqu'ils le font naturellement. Ce sont eux qui m'ont rappelé que l'émerveillement ne se limite pas aux paysages grandioses. Ils m'ont aussi fait prendre conscience qu'il n'est pas nécessaire de parcourir la planète pour aller à la quête de la beauté. Il suffit d'être réceptif à celle qui est là, tout près, partout autour de nous. Qu'est-ce que, quand je te parle d'émerveillement, c'est quoi la prise de conscience qui ressort de ça, mais que tu souhaites aussi garder pour la suite? Bien, je pense que c'est vraiment... Quand je parle que les enfants ont beaucoup à nous enseigner, puis que le voyage nous a permis d'apprendre de nos enfants, ça, je pense que c'est le principal apprentissage. Tu sais, l'émerveillement, leur capacité d'émerveillement. Tu sais, en tant qu'adulte, on part, puis c'est comme si on sait qu'est-ce qui est beau, tu sais, on sait qu'est-ce qui vaut la peine. Tu sais. Regarde ça, c'est beau. Tu sais, je me rappelle, regarde les dunes, c'est dans les plus belles au monde, c'est dans le guide, tu sais. Puis, tu sais, je me rappelle, Laurent, il tripait sur les petites bébites, tu sais, dans le sable. Mais, tu sais, quand tu prends le temps de regarder qu'est-ce qui fait que c'est merveilleux, tu sais, tu te rends compte que ils ont raison. Il y a pas de... C'est pas ce que tu regardes qui est important, c'est comment tu le regardes. Tu sais, la curiosité, tu sais, quand tu essaies de comprendre pourquoi quelque chose arrive, bien, l'émerveillement, il vient. Ça n'a pas obligé d'être instagrammable pour être magnifique. Puis quand tu es capable de te reconnecter à cet émerveillement-là, tu sais, puis c'est pas un état, tu sais, je suis pas en constant émerveillement dans ma vie, mais... j'essaye de le garder. Oui, mais d'avoir cette sensibilité-là. Oui, c'est ça. À ça. Oui, tu sais, juste la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis, tu peux être dans ta tête, puis tous les problèmes de la planète, tout ça, puis oui, ils sont là, mais fondamentalement, tu es quand même capable de t'émerveiller, tu sais, de la nature, des petites choses. Ben, ça rend tout le reste moins lourd, je pense. Oui, ça permet de mieux naviguer. Bien, de prendre un... Oui, puis ou de prendre un point de... Tu sais, des fois, juste de recharger sa batterie de beau. Tu sais, je pense qu'on a besoin de beau dans notre vie. Puis, bien, tu sais, si t'es capable de le trouver dans les petites choses, ça charge les batteries. Tu sais. Puis après, ça te permet de changer les choses puis d'affronter ce qui est moins beau dans notre monde. Mais pour ça, pour avoir cette énergie-là, je pense qu'il faut que tu continues de t'émerveiller puis que tu la trouves belle, la vie, tu sais, pour
pour vouloir l'améliorer. Mais là, on ne pourrait pas finir sur de meilleurs mots. Mais premièrement, j'invite les gens à plonger dans votre récit, plein leurs yeux. L'as-tu aimé? Je sais pas. À en juger, on peut se poser encore des questions. Il y a Blink aussi qui est on n'aura pas eu le temps d'en parler, mais tu sais, un documentaire avec National Geographic qui a embarqué, qui vous a amené dans cette... En fait, c'était pas prévu, là. Mais pas du tout. Ça, c'est un autre message sur les réseaux sociaux, de dire, OK, on va la porte s'ouvre, prenons-la, puis advienne que pourra. Puis ça vous a permis de voyager encore plus longtemps. Oui, puis de rencontrer, tu sais, juste l'équipe qu'on a rencontrée est extraordinaire, les liens qu'on a créés sont extraordinaires. Fait que, tu sais, quelle expérience, tu sais, d'un bout à l'autre, cette expérience-là est juste exceptionnelle. Puis ça aurait pu mal virer, tu sais, il y a plein de choses qui auraient pu... mal virer, là, faire un documentaire. Apparemment, des fois, c'est pas toujours rose, mais on a été chanceux sur toute la ligne. Puis, ça permet aussi de compléter le livre, mais aussi d'ajouter des images pour ceux qui ont la possibilité, qui voient encore, disons-le comme ça, qui peuvent vraiment... Il y a un beau complément parce qu'ils vous ont suivi là-dedans, fait qu'il y a quelque chose de très beau, de très fort. Puis c'est la vision. Tu sais, autant le livre, je suis contente, c'est mon histoire, mes mots, mais le documentaire, c'est une vision externe de notre histoire. Fait que, c'est l'interprétation du réalisateur avec qui on a développé une super amitié. Fait que, je trouve ça super beau, là, tu sais, c'est ce qu'ils ont fait avec le film. On est tellement contents. Ah, wow. Bien, en tout cas, c'est Blink. C'est disponible sur Disney+. Puis ça vaut vraiment... le 1h24, je pense. Alors... 84 minutes. Oui, c'est ça. À la fin du livre, Édith, tu nous dis que... Puis t'en as glissé un mot un peu plus tôt, là, que c'est vraiment la lumière qui te fait vibrer. Bien, en tout cas, moi, aujourd'hui, je te confirme que c'est ta lumière, vraiment, là, qui m'a fait vibrer, mais d'après moi, qui va en faire vibrer plus d'un. Fait que merci beaucoup. Ben, merci à toi. Cet épisode a été enregistré dans les studios de la Maison de la Culture Maisonneuve. Si vous avez aimé cet épisode, rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour plus de contenu. Un j'aime, un partage ou un commentaire, ça peut vraiment faire la différence et garder le projet vivant. Merci à tous, on se dit à bientôt. Salut!